Donc, je disais que j'accueillais Abdelhamid, qui est un habitué de la chaîne, qui est un expert de l'écosystème Ethereum, Cosmos et maintenant même Starkware. Donc ça, c'est en ce moment, tu consacres tout ton temps et qui revient le grand événement annuel, donc Starkware Session 2023. Donc j'ai eu les échos de Samy, qui est en retard, mais qui viendra et qui donnera aussi son point de vue, qui était lui-même euh, participant à cet événement. Et voilà, donc je suis content de t'accueillir sur la chaîne pour que tu nous fasses un petit point sur Starkware, sur les layers 2, un petit point techno, un petit point, voilà, tes visions et comment tu reviens de cet événement qui, voilà, je crois que j'ai pu voir sur Twitter que ça t'avait marqué et ça t'avait chauffé, ça avait l'air Ouais, bien. Donc, est-ce que tu pourrais nous mettre à jour sur cet événement? ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? Quels étaient les topics? Où en est Starkware? Est-ce que ça se passe bien? ouais, Tous carrément. ces Eh ben, éléments. salut Benoît et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir sur la chaîne. Ouais, donc je reviens tout fraîchement de Tel Aviv. Donc je suis rentré hier. J'ai passé une semaine là-bas. Une semaine qui était très intense. Beaucoup de choses se sont passées. Globalement, oui, le spoiler, c'est que c'était un événement incroyable. Je vais revenir après un petit peu sur les faits marquants de cet événement. Mais ouais, ça a été vraiment quelque chose qui, enfin, j'ai pas peur de le dire. Je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après cet événement, dans le sens où il y en avait encore beaucoup de gens, beaucoup de personnes de l'écosystème, même assez influentes, assez importantes, qui se rendaient pas compte encore de la puissance de cet écosystème qui est l'écosystème Starknet. Et je pense qu'en fait, cet événement a mis tout le monde d'accord, en fait, tout simplement. Euh, donc, je vais revenir un petit peu sur l'historique de cet Ouais, moi événement. j'ai quelques questions sur ça. Ben déjà l'ambiance, donc l'ambiance plutôt euphorique. Vous étiez comment? Vous étiez heureux de vous retrouver? C'était la première fois qu'il y avait un événement de cette ampleur qui était autour de Non, l'écosystème? alors de Ah, cette ampleur, oui. Après, il y en avait pas mal d'autres. C'est la première fois depuis très longtemps que Starknet c'est aussi. organisé par Starkware. Voilà, les autres c'était des community events organisés justement Mhm. par Samy et OnlyDust, donc notre Guardian et OnlyDust. Mais oui, là c'est la première fois que c'est vraiment Starkware, l'entreprise qui crée l'event, la première fois que c'est un truc d'une aussi grande ampleur. Il était ouais vraiment plus grand que tous les autres Starknet ici, etc. Et donc ouais. Il y a eu plusieurs aussi un petit peu side events. Il y a eu notamment la Hacker House qui était organisée par Onidus. Donc il y avait à peu près 120 développeurs de l'écosystème Starknet qui étaient dans le même hôtel, Oh. littéralement dans le même hôtel et qui ont codé pendant pratiquement une semaine tous ensemble. C'était une sorte de hackathon express. En fait, il y avait plein de projets de l'écosystème. Mais en fait, nous, ce qu'on expérimente sur l'écosystème Starknet, avec le format Hacker House, c'est des projets, mais c'est pas en mode des hackathons où on fait juste un truc et après on le jette à la poubelle. L'idée, c'est que c'est des hackathons sur des trucs utiles à l'écosystème. En fait, l'idée, c'est vraiment d'identifier les briques manquantes dans l'écosystème. Et en fait, on va rassembler des teams de développeurs de l'écosystème Starknet. Et en fait, ils vont bosser dessus en mode à fond, comme sur un hackathon, mais sur des projets qui vont ensuite continuer à vivre et qui vont vraiment être utilisés dans l'écosystème, avec notamment aussi un système de funding donc pour financer les développements open source, justement dans l'écosystème pour tout ce qui va être du public good. Donc du public good, en fait, c'est du bien commun. C'est quelque chose qui va profiter à tout l'écosystème Starknet. Donc, je sais pas, ça peut être du tooling, des blocs Explorer, peu importe, plein de choses, des choses qui manquent sur l'écosystème. Donc, si vous avez des idées de projets, il ne faut pas hésiter à les soumettre, donc via Omnidust. Et s'ils sont éligibles et qui rentrent dans la catégorie public good, pardon, il va y avoir un budget qui va être alloué à ce projet-là. Et en fait, pour trouver des Tu, développeurs qui vont contribuer en open source dessus pour le faire tu peux vivre. nous donner des chiffres, hein? Quelques chiffres, hein? C'est quoi les ordres de grandeur Alors, de, de, chiffre en de, termes de quoi? de financement sur un projet, par exemple? Je suppose que c'est variable, hein, mais c'est Ouais, au cas par c'est très cas. variable. En fait, c'est vraiment en fonction de la complexité du projet. Je peux pas donner d'ordre par rapport au Oh. projet, mais non, mais c'est parce que ça dépend vraiment de la taille du projet. Mais en gros, pour un développeur qui va contribuer sur ces genres de projets qui sont éligibles, on est à peu près à du $500 par jour pour pouvoir travailler. Donc c'est quand même assez conséquent. C'est quelque chose qui permet de faire vivre des développeurs. En fait, c'est très bien si tu veux, c'est un intermédiaire. Donc, dans le pipeline d'un développeur, dans l'écosystème, il arrive, il va se former. Donc, nouveau langage, Cairo, il va faire des tutoriels, etc. Et ensuite, peut-être son endgame, ça va être de build un vrai projet dans l'écosystème ou de rejoindre une boîte dans l'écosystème. Mais il y a tout un fossé Mhm. entre deux. Et justement, ce modèle via Unidust, c'est pour combler ce gap-là, pour permettre à des développeurs qui ne sont pas encore assez matures pour créer leur projet de travailler dans l'écosystème tout en perfectionnant leurs compétences, mais quand même en gagnant de l'argent
Ça leur permet d'avoir, entre guillemets, un job alimentaire. Puis aussi, ça fait des connexions dans l'écosystème, etc. Avant de pouvoir soit rejoindre une boîte de l'écosystème ou créer leur propre projet. Ok, Donc c'est moi, je pas trouve mal. que Bon, c'est un modèle qui a… c'est les premiers pas. Quelle est la barrière à l'entrée? Je suppose qu'il y a un niveau minimum. Quel est, quel est... Ouais, faut un petit niveau minimum. C'est pour ça que je le mets dans le pipeline après la partie éducation classique, qui est Mhm. des tutoriels, des petits trucs, etc. Et ensuite, là, vous pouvez commencer à candidater sur des projets. Il y a à peu près aussi une grosse gamme de difficultés pour ces projets qui sont éligibles, avec plein de technologies, donc du Cairo, du Rust, mais aussi du front-end, c'est-à-dire des développements d'apps, de sites web, des choses comme ça. Donc, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire, plusieurs niveaux, mais c'est pas le niveau absolu beginner, quoi. Il faut un petit peu avoir fait Ok. quelques tutos, être un petit peu un dev, etc. Et par exemple, un dev web 2, même s'il n'a jamais fait de web 3, il peut largement trouver des contributions dans l'écosystème pour te donner un ordre d'idée. De même qu'un développeur qui a un petit peu d'expérience, qui a déjà fait du Solidity, etc., il va pouvoir trouver des trucs à faire. Mais oui, il faut avoir quelques connaissances Et en de partant développement. du principe que tu es développeur web 2, il y a du boulot. Ouais, C'est-à-dire ça, il y ça a, recrute, ça embauche, c'est le feu. carrément, d'autant plus si vous êtes développeur Rust, je peux vous dire que vous pouvez trouver vraiment des opportunités en claquant des doigts. Vraiment, on cherche énormément de développeurs Rust. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a voulu faire en sorte que Cairo 1, donc cette nouvelle version de Cairo, ressemble de plus en Oui. plus à Rust, parce que c'est aussi un moyen pour nous d'aller chasser des développeurs Rust, que ce soit dans d'autres écosystèmes blockchain, mais même Web 2 en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc ouais. Et après, voilà, même si c'est pas du Rust, sur la partie front-end, ce genre de choses, vous trouverez aussi à boire et à manger dans l'écosystème. Moi, je trouve que c'est un format qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, le financement de l'open source, hein, c'est un problème majeur hein, qui n'est pas que pour la blockchain. Moi, je préfère cette optique qu'on fait nous chez Starkware plutôt que des hackathons à gogo, des approches d'autres écosystèmes, juste distribuer de l'argent sur pour attirer des devs, mais qu'en fait, il n'y a rien de concret qui ressort de ce genre de choses. Donc nous, on préfère en fait, en gros, faire des choses qui sont utiles à l'écosystème et en plus qui en vrai sont beaucoup plus formateurs que de juste donner de l'argent sur des hackathons. Les gens vont bosser dessus une semaine et après basta, ils vont prendre leur vente et ça va rien donner derrière. Ok. Donc il y a eu la Hacker House, donc voilà, ça c'était avant les Starkware Sessions, juste avant, et quelques jours avant, donc ça s'est très très bien passé, beaucoup de projets, comme je dis, 120 builders de tous les pays, hein, vraiment. Il y a littéralement même des mecs, il y a un mec qui s'appelle Danilo, qui vit dans la forêt amazonienne, vraiment, genre il vit dans la Ah forêt ouais. amazonienne, et il bute sur l'écosystème Starknet. Et ça c'est intéressant avec ce système, c'est que ça gomme vraiment toutes les inégalités, c'est ça que j'adore. Par exemple, je te parlais tout à l'heure de la barre des $500 par jour, mais ça c'est peu importe d'où tu viens. Donc, dans des pays émergents ou en développement, Ah ça oui, joue bien sûr. beaucoup en fait. Mhm. Donc, on a eu par exemple une vingtaine de Turcs, d'ailleurs, une pensée forte pour la Turquie avec le drame qui s'est Mhm. passé. Et on avait justement 20 développeurs de Turquie qui étaient là. Donc, voilà. Moi, le Donc, ça, c'était niveau, là. parce que je suis curieux aussi, donc je sais, je crois, enfin, moi, des retours que j'ai de Samy, bon, déjà, la team à l'origine de Starkware, non, normalement, elle est de renommée mondiale et de niveau stratosphérique. Et l'écosystème, tu l'as trouvé comment? Parce que moi, je me souviens du temps, en fait, où tu avais des nouveaux écosystèmes qui se lançaient, et ben, toujours, le niveau est pas toujours le même. Et toi qui es passé, en fait, t'es passé de différents écosystèmes. Tu es passé d'Ethereum à Cosmos, à Starkware. Donc bon, là, on a quand même pris les plus gros. Mais moi, je me souviens à EOS, j'avais été surpris en fait par et finalement le fait que c'était des gens souvent qui avaient peur d'avoir raté le wagon et c'était plus facile pour eux de se lancer sur un altcoin et finalement ça se faisait avec des petits Ouais, bouts de bois et le niveau était pas ouf. Et c'est une très alors bonne que là, question. Je pense que l'une des grosses difficultés qu'on avait et qu'on a toujours dans l'écosystème, c'est de ramener des développeurs sur un nouveau langage. Qui est Cairo. Et en fait, il s'avère que ça a été un filtre énorme et que justement, ça se ressent sur la qualité de l'écosystème. En fait, si tu veux, pourquoi? Parce qu'en fait, t'as aucun intérêt à prendre Cairo pour faire un projet de merde, en fait, pour le dire très clairement. Ben non, mais c'est vrai, si tu veux faire un projet de merde, va copy-paster un truc existant sur une tu le chaîne fais de où? VM et tu vas le et bah sur des chaînes de merde à la con comme soit les vieux copy-pasta de VMchain, donc tu vas copier-coller un La truc, tu vas le mettre BSC, sur normalement, la BSC, Avalanche, c'est le temps. voilà. Et là, tu vas aussi pouvoir le mettre sur les optimistic rollup, genre Optimism, Arbitrum, etc. Donc en fait, tu as tellement de projets sur lesquels développer sans te faire chier que faut vraiment avoir envie de faire un bon truc qui a de la qualité, qui a du sens si tu fais le pas d'apprendre le Cairo, etc. Donc je pense que ce qui était une faiblesse finalement a aussi fait une force et ce qui se ressent sur la qualité globale de l'écosystème, parce que les mecs qui sont là, tu peux te dire ils en veulent. Et surtout là, ça s'est beaucoup amélioré, mais au début, c'était vraiment très très dur. La barrière à l'entrée de Cairo, elle se ressentait très fort.
Donc, fallait en vouloir. Ils ont été patients, ils ont été tolérants. Ça a changé énormément, ça a bougé tout le temps, ça a cassé, il fallait réécrire leur code tout le temps et tout. Et ce qui fait qu'en fait, il y a une résilience qui s'est créée au sein de l'écosystème, une loyauté et une qualité. Parce qu'en fait, avec le filtre que représente Cairo, qui fait que tu es obligé de faire un truc qui a du sens si tu veux venir sur l'écosystème. Écoute, je profite du fait que tu sois avec nous. Il y a une question dans le chat qui est technique. Donc, est-ce que tu saurais y répondre? Après, moi, j'aurais d'autres questions à te poser, mais j'en profite au fil de l'eau. Ensuite, l'autre sera plus simple. Donc là, c'est par rapport à Aztec, un ZK-Proof construit sur un Validity Rollup, donc les L2. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur les fonctionnements des L2 et un petit point sur Aztec en C'est une particulier, excellente question. Ouais. si jamais tu as... Ouais, c'est une excellente question dans le chat, quelqu'un qui a très bien compris. Du coup, il y a effectivement Aztec, c'est le seul ZK Rollup à l'heure actuelle, pour le dire très clairement. C'est le seul qui utilise vraiment la particularité de Zero Knowledge euh, pour faire son ZK Rollup. En fait, les ZKP peuvent être utilisés pour deux choses, la privacy et le scaling. Les Validity Rollup, ils utilisent les ZKP juste pour le scaling. Et les ZK Rollup quand on dit vraiment ZK Rollup, normalement, on utilise aussi le côté privacy. Et donc, il n'y a que Aztec à l'heure actuelle qui l'utilise pour la privacy. La raison, alors, pour faire très simple, nous, chez Starknet, pour l'instant, on n'a que un Validity Rollup, on n'a pas la partie privacy. Non pas que c'est impossible, mais en gros, pour dire très simple, la privacy n'est pas encore assez demandée pour qu'on mette un effort conséquent pour le prioriser dans la roadmap par rapport à la team engineering. Donc en fait, il y aura de la privacy quand les gens se soucieront de la privacy. Ouais, c'est vraiment une question qu'il n'y a pas assez de demande pour le prioriser. Ça a un coût non négligeable en fait de l'intégrer dans la roadmap, sachant qu'on a des gros chantiers sur la performance et la décentralisation qui passent en priorité devant. Mais effectivement, c'est une très bonne remarque et c'est très important de faire la distinction. On utilise à tort le terme de ZK Rollup. À l'heure actuelle, il n'y a que Aztec qui a un ZK Rollup. Tous les autres sont des Validity Rollup, ouais, y compris ça. Ok, donc en l'état, Starkware est un Validity Rollup. Et le main focus, donc vous pourriez tout à fait à terme vous en servir en ZK Rollup à part entière, c'est-à-dire ajouter la privacy. Oui. Enfin, je suppose, de ce que je comprends. Exactement. Mais pour l'instant, ça me renvoie vers la roadmap. Donc, par rapport à la session, moi, j'avais les topics les plus attendus. En fait, le endgame, l'objectif de Starknet, pourquoi ça se distingue des autres, l'état d'avancement de l'écosystème, en fait, qu'est-ce qui est live, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est à venir, voilà, et quel est le focus, la roadmap, un petit point sur la roadmap donc, qu'est-ce qui est live, qu'est-ce qui est à venir. Alors, ce qui est live. Donc, Starknet, il est en mainnet version alpha depuis un petit moment, depuis quasiment un an. Donc, concrètement, il tourne. Il n'est pas du tout performant pour l'instant. Donc là, on a du 2,5 TPS, donc c'est très faible pour l'instant. Mais c'est le seul Validity Rollup. Donc maintenant qu'on a fait la distinction, je ne veux pas dire ZK Rollup, je vais essayer d'être précis. C'est le seul Validity Rollup qui est sur le marché en mainnet. Donc il y a Polygon qui a annoncé leur ZKVM pour mars. Donc il y aura bientôt un second. Mais Starknet, voilà, il est en mainnet, il tourne, il y a des applications qui tournent dessus, donc de la DeFi, des NFT, plein de choses. Les wallets, c'est bien développé, donc on a Argent et Bravos principalement qui sont très bien intégrés, qui ont des features très cool, certaines features qui sont features qui sont même plus avancées que ce qu'on peut trouver sur un MetaMask et compagnie. Donc ça c'est cool. Maintenant le gros chantier pour la roadmap, c'est clairement les performances, pour être honnête. Donc là on a une énorme migration. En fait, historiquement, la stack de Starknet était principalement en Python. Là, il y a une refonte complète en Rust qui a été faite, avec la KROVM qui a été faite en Rust, etc., par une boîte qui s'appelle Lambda Class, qui est un partenaire stratégique de Starkware, avec lesquels on travaille beaucoup. C'est des gens extrêmement performants. Donc, ils sont une centaine de développeurs en tout, beaucoup en Argentine. Donc, Federico, si tu nous entends d'ailleurs, il parle français, Federico, c'est le boss de Lambda Class. Ils étaient là au Starkware Session, évidemment. Donc, bref, tout ça pour dire, on a une migration complète sur une stack en Rust. On espère une amélioration drastique des performances. Bon, si je devais donner un chiffre, parce que tu as forcément bien sûr, on aime. Ouais. Bon, si je devais donner un chiffre, c'est pas un commitment de Starkware, bien sûr, je tiens à le préciser. Mais bon, à la louche, si je devais donner un chiffre, je dirais qu'on serait à peu près aux alentours de 50 TPS d'ici 6 mois. 50 TPS d'ici 6 mois, ça veut dire 3 fois le throughput de Ethereum avec un coût 100 fois moins cher. Donc là, on commence à faire des trucs qui sont intéressants. Pour info, hein, peut-être si ça vous paraît bas,
Ouais, Ça moi, ça me serait, paraît pas énorme. ouais, ça paraît pas énorme. Ça serait beaucoup plus que toutes les solutions de layer 2 qui existent sur le marché. Là, je pense que le top, ça doit être Arbitrum, mais on est aux alentours de 5-6 TPS. Donc Ok. voilà. Après, bien sûr, c'est pas du tout le endgame, hein, pour être très clair, mais Ah c'est voilà, une parce que step moi, que je... quel est le endgame? Et donc là, on en est où actuellement? Actuellement, on en est où? Donc, tout à fait. Moyen terme, c'est 50? Ouais. Moyen court terme, c'est 50. 6 mois, ouais. Ouais. Actuellement, Actuellement, c'est c'est quoi? 2,5. 2,5. Ok. Ouais. Sachant que le meilleur du game actuellement, tu as dit c'est Arbitrum, donc c'est 5-6. Bon, franchement, j'avais pas du tout de notion de ces chiffres. Peut-être que je Ethereum, c'est réalise. 13, hein. Ethereum, c'est Ouais, 13, hein. moi, je, Ouais. je les trouve très bas, ces chiffres. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est normal parce qu'en fait, ça, c'est le problème du marketing à outrance. Quand tu vois des projets comme Aptos, Solana qui revendiquent des plusieurs centaines de milliers par seconde, non mais c'est vrai, c'est à cause de ça que finalement on a du mal après à s'y retrouver. Là, on parle d'un throughput. Si on atteint les 50 quand même, il faut bien comprendre que c'est 3 fois le débit d'Ethereum. Donc on peut scaler jusqu'à 3 fois ce qu'on Oui, peut oui, supporter avec oui. Ethereum, donc ce qui est gigantesque avec un coût qui sera 100 fois moins cher. Donc là, on commence à faire des trucs intéressants dans la vraie promesse, sachant que, en plus, si tu combines après tous les layers 2, bah, tu as aussi un gain de scaling par rapport à ça. Et encore une fois, bien sûr, c'est pas du tout le endgame. Je parle Et le d'une échelle de endgame? 6 mois. Le endgame, alors, si on sort des chiffres fous, si on Ça combine passe par quelles étapes? Ça passe par quelles étapes? Est-ce alors, qu'il y a du il y a, sharding? Et qu'est-ce qu'il y a comme ouais, saloperie exactement, comme, ouais, exactement, comme... ouais. Tout à fait. Donc, on a besoin qu'il y ait certains changements sur Ethereum qui vont faire que les layers 2 vont être beaucoup plus efficients. Donc, tu l'as dit, il y a le proto-dank sharding, puis le dank sharding. Donc là, qui vont résoudre l'un des gros problèmes qui est la data availability, qui est en fait actuellement même le bottleneck. Il faut savoir que, par exemple, en termes de coûts, pour un opérateur de Zk-Rollup comme nous, la data, donc vraiment la donnée, ça représente 95% des coûts pour nous. Donc là, va y avoir des changements massifs qui vont arriver sur Ethereum qui vont faire que ça va être beaucoup moins cher et que ça on va avoir une capacité de data qui va être beaucoup plus grande. Donc Là, avec ton un doigt nouveau... mouillé, il dit combien de temps pour résoudre ce genre de défi? C'est fin Le d'année. doigt mouillé toujours, hein, parce que Ouais, fin d'année pour le bank sharding, La ouais, tout première, à la fait. première instance de la roadmap de Dank Sharding effective, je crois que c'est la fin d'année. Ouais, Le premier niveau. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc là, on aura des data beaucoup moins chères. On va pouvoir en envoyer plus. Après, nous, indépendamment de ça, on a beaucoup d'axes d'optimisation qui dépendent pas de la roadmap d'Ethereum. Oui. Donc notamment, on va voir voilà, le passage de la stack en Rust, une partie parallélisation, la décentralisation des séquenceurs. On a aussi un truc qui est très intéressant pour la partie baisser les fees drastiquement, qui s'appelle le Volition. Donc là, les ZK Rollup, en fait, ils utilisent la donnée qui est dite on-chain. Donc on-chain, ça veut dire qu'on la soumet sur Ethereum. Et en fait, avec le Volition, les développeurs auront la possibilité d'utiliser de la data qui est off-chain pour des choses qui sont pas critiques. Mais la data off-chain, en fait, elle coûte beaucoup moins cher. Donc, en fait, tu peux réduire d'un ordre 10 à peu près les fees que tu vas payer sur Starknet pour de la data qui est off-chain. Et ça marche très bien pour certains use cases, en fait, où t'as pas besoin que la data soit publiée on-chain. Je sais pas, par exemple, le metadata des NFT, ce genre de choses, il n'y a pas du tout besoin que ce soit on-chain dans 95% des cas. Voilà. Donc après, voilà, on a encore plein d'axes d'amélioration. Il y a des améliorations de tous les côtés. Donc la data availability, les séquenceurs, la partie prover. Donc là, il y a Polygon qui ont annoncé des chiffres absolument délirants sur leur prover. Franchement, bravo à eux. Non, mais vraiment, ils ont été vraiment incroyables sur la partie prover. Là, tout de suite, dans l'état actuel, ils ont un prover qui est plus efficace que le nôtre, en fait. Pour le dire très clairement, ouais, ils ont fait des énormes avancées dans la partie prover. En vrai, ce qui est fort, c'est que du coup, ils profitent d'un truc que j'avais pas soupçonné, c'est que, tu sais, ils ont acquis 3 équipes qui travaillent sur des équipes Oui. différentes. Et en fait, du coup, donc il y a Maiden, il y a Polygon Zero et Hermès, qui est ce qu'ils appellent la ZKVM, c'est celle qui va sortir en mars. Et en fait, ils bénéficient des improvements de chacune des teams. Donc là, par exemple, la team Polygon Zero qui a fait des grosses improvements sur la partie prover, qui va bénéficier du coup à Hermès, etc. Donc ça, c'est cool. Et aussi, je dois le souligner, ils ont été très fair, etc. là-dessus. Donc Jordi, notamment de Polygon Hermès, qui a beaucoup discuté avec les ingénieurs de chez nous sur leurs techniques qu'ils utilisent côté prover et tout. Donc tu vois, Donc c'est très stable quand même. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Je tiens à le souligner publiquement. Moi, j'adore Bobin. C'est un des. Ouais, C'est vraiment Robin, Jordi, ils sont vraiment incroyables.
En fait, maintenant, je vais m'efforcer de faire une distinction entre en fait ces teams-là qui sont des monstres, etc., et le marketing que fait la maison mère Polygon, parce qu'en fait, c'est deux choses qui sont radicalement différentes. Et c'est vrai que je dois maintenant faire l'effort de souligner ça parce que c'est pas faire en fait quand je crache sur Polygon comme un tout, euh, parce qu'il y a des équipes Il qui faut que tu travaillent sois plus précis dans tes crachats. Je veux dire, Ouais, il faut que exactement. tu. Ouais, faut tout que à tu fait. Donc en cibles. fait, Bobby, Jordi, j'aurais beaucoup parlé, etc. Ils font un travail de ouf en fait. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant. Peut-être qu'il y a un signal aussi qui veut dire beaucoup, c'est que donc Bobby et Jordi, donc les deux des IKVM de Polygon, ils ont dit que ils ont été absolument impressionnés par la qualité de Star Session et la qualité de l'écosystème. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça, y compris dans les events Polygon. Donc voilà, je te laisse interpréter C'est incomparable. comme Moi, tu moi, veux. j'ai fait quelques Polygon Connect et je salue Ouais, la force ouais. événementielle qu'il y a derrière. Mais à titre C'est pas personnel, la même. C'est pas la aucune même. âme, il n'y a rien. Enfin, Il n'y a rien. c'est pas Voilà. pareil. Mais voilà, je tenais à souligner le côté fair de cette concurrence qui, en fait, entre nous, notre engineering, l'ingénierie de ces gens-là, en fait, on échange, on collabore et on se partage des choses. Et je tiens à le souligner publiquement. C'est vrai que c'est important aussi de le dire. Donc, ouais, ils ont une grosse techno sur la partie proving. On va voir ce que ça va donner leurs équipes IBM en mainnet au mois de mars. Mais de toute façon, globalement, il faut considérer que la compétition sur les IKRE, pas Ah les oui, scènes, SN. de toute façon, c'est bien parce que chacun, ça va nous pousser à tous se pousser les uns les autres. Et de toute façon, c'est pas du tout un zero-sum game, c'est-à-dire qu'on est tous là pour scaler Ethereum. Oui. Plus on a de solutions efficaces pour arriver à cette mission, le plus on va augmenter le throughput global de Ethereum et sa diversité. Donc, en fait, je pense que c'est très bien. Ok, mais c'est super. Mais tu as embrayé sur une question qui était les layers 2, en fait, quelles sont les solutions les plus crédibles? Voilà. Mais avant d'arriver à ce genre de questions et de revenir, hein, parce qu'il y en avait d'autres aussi qui étaient intéressés que j'ai vu passer dans le chat et que je vais reprendre. Par exemple, quels étaient tes bugs odieux, sur quoi tu t'étais investi, ce genre de questions plus perso et qui moi aussi m'intéressent. Pour revenir sur la session qui moi est vraiment, quels sont les topics qui vous ont le plus plu? Voilà, quel a été, est-ce que vous avez vu dans l'écosystème des projets sortir du lot? Voilà, qu'est-ce que vous retenez? Un petit mot. Donc déjà, conférence de niveau international, ça vous avez l'air d'être tous les deux à le dire. Est-ce que, je sais pas moi, il y a eu un sujet, un topic, quelque chose qui vous a le plus marqué ou quelque chose que vous attendez et ensuite, Bah, bon, évidemment, les ratés peut-être. moi, moi, je cite un truc, après je te laisse parler, Samy. Moi, il y a vraiment un panel qui m'a fait halluciner. Je me suis dit, mais quelle chance on a de pouvoir assister à un tel panel. C'était le panel animé par Federico de Lambda Class. C'est un panel qui s'appelait ZKVM OG. Et c'était un panel avec, tenez-vous bien, donc Shahar, l'inventeur de Cairo, donc chez Starkware, Bobby et Jordi, donc les deux fondateurs des deux IKVM de Polygon. Il y avait l'un des founders de Aztec, l'un des founders de ZK-Sync et le founder de Risk Zero. Et en fait, c'était littéralement tous les gigachats qui travaillent dans le domaine des ZKVM en général, donc pas que ZKEVM, ZKVM parce qu'il y a aussi la nôtre, mais c'était incroyable, un panel de niveau classe internationale, enfin genre ça fait partie littéralement des, je sais pas, il y en a peut-être 100 sur Terre qui peuvent comprendre ce qu'ils vont dire ces mecs-là, Ils étaient là. pour vous dire, ils étaient là, tous ensemble réunis sur le même panel, et c'était bien stylé, ça se mettait des petits taquins gentillets, mais voilà, ça disait les choses, c'était bien, et c'était vraiment un panel très très cool. Donc j'invite ceux que... Et d'ailleurs, c'est un gros signal parce que c'était le dernier panel de la première journée. Il était 18h30, tout le monde était rincé. La salle était remplie, c'était sur le main stage. Salle remplie, studieuse de ouf, trop sérieux. Alors que ça parlait de trucs complètement hardcore. Enfin, ouais, incroyable. Moi, ça m'a fait halluciner. Donc le niveau du panel et aussi le niveau de l'audience qui était là et à fond. Mais en fait, tu vois, ça respire l'excellence. En fait. Tu vois, un panel comme ça, forcément, l'audience était fascinée. Et c'était ouf. Donc, je voulais juste citer ça et je te laisse dire, Sam, ce que tu en penses. Moi, le panel qui m'a le plus marqué, c'était Lightning Labs. Je pense que cette personne a réussi à s'overclocker elle-même. Elle parlait trop vite. Ouais. Ah oui, Rosebif. Ah ouais, putain, ouais. Non, plus sérieusement, moi, j'ai trouvé l'événement de très, très, très bonne qualité. Que ce soit l'audience ou les différents panels qu'il y avait, c'était juste superbe. Et puis, moi, le panel qui m'a le plus marqué, j'ai beaucoup aimé le speech d'intro parce que au-delà de l'exploration de concepts technologiques ou autres, il était assez universel parce que Uri, donc, qui est le CEO de Starkware, avait commencé avec
le replay est disponible, je pense, peut-être pas, mais Oui, avait ouais. commencé avec une analogie entre la décentralisation. C'était magnifique. Ouais. Qu'est-ce que la vraie décentralisation et la résilience? Et en l'occurrence, il soulignait le fait que l'écosystème Starknet s'est maintenu et s'est agrandi, alors que Ouri, pour des raisons assez malheureusement à des problèmes personnels, était juste totalement hors radar, absent sur les 3 derniers mois. Et cette absence n'a finalement pas tant été remarquée que ça par l'écosystème. Et c'est quelque chose c'est un discours qui était assez puissant. Il y a pas mal d'éléments. Je vais pas le réciter de A à Z. C'était un très bon moment avec l'analogie de lui en tant qu'un full node du réseau qui n'est pas indispensable et là qui montre la résilience du l'écosystème. C'était vraiment Ouais. un bon moment, ouais. Après, moi, j'ai découvert des nouveaux trucs. Je savais pas que, par exemple, Polygon explorait une voie similaire à celle de, comment ça s'appelle, de Starknet, avec un domaine spécifique, un langage pour générer des preuves custom qui s'appelle AirScript. Donc, c'est marrant qu'ils explorent. Ouais. Ouais. Donc, je suis allé regarder ça. Je trouvais ça intéressant. Quoi d'autre? J'ai dû voir un truc sur les L3. Franchement, tout était vraiment chouette. Il y avait aussi des tokenomics, ou du moins quelques thèses pour la direction des tokenomics du jeton Stark qui avait été proposé par Noam Nissan, qui est un grand chercheur en algorithmie, en théorie des jeux et en mathématiques, donc qui avait montré une sorte de IP 1559 sous stéroïdes et de nouvelles approches pour faire des auctions, dont je suis curieux. Voilà, je trouvais ça intéressant. D'ailleurs, au passage, pour complémenter sur cette partie-là, Noam Nissan, je pense qu'il a fait la meilleure présentation de IPK 59 que j'ai jamais vue en termes de vulgarisation. D'ailleurs, littéralement, j'avais un collègue à moi, donc Arnaud, qui était dans la salle à côté de moi. Pendant des mois et des mois, j'ai essayé de lui expliquer que 59, il n'avait jamais compris l'essence de ça. Et là, en 10 minutes, il avait totalement compris, il me l'a dit. Donc, j'ai dit à Noam Nissan et il était très content. Donc, vraiment une masterclass sur l'explication, même des mécanismes de fees en général, hein, la différence entre un first price auction, la différence entre un mécanisme de fees comme 1559, la différence entre Bitcoin et Ethereum en termes de fees. Vraiment masterclass sur la partie. Je vous le recommande vivement si vous voulez comprendre l'essence d'une gestion de fees sur un réseau. Après, je suis allé tenter un truc dans l'espoir. Je suis allé voir. Je me suis senti pousser des ailes. Je me suis dit, vas-y, je suis chaud. Je vais aller écouter The Soundness of Fry. Donc Fast Read Solomon. Oui. Là, par contre, c'était vraiment hors de portée. Donc j'ai abandonné. Voilà. Mais ça, c'est important de temps en temps. Voilà. Allez hop. D'aller voir. De toute façon, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y avait quand même les plus gros cerveaux. Normalement, il n'y a de richesse que d'hommes. Donc, en fait, si tu réunis les plus grands savants du monde sur une techno, il y a des chances qu'ils fassent des prouesses et que ça se passe par là. Enfin, moi, j'aime bien essayer de suivre l'intelligence, même si parfois je ne la comprends pas toujours, mais je me dis qu'elle est là. Donc, moi, le sentiment que vous me donnez, je sais pas si je comprends tout, mais en tout cas, je me dis que ça se passe par là. Alors, Samy, tu as quand même lâché une bombe en quelques mots, hein, c'est-à-dire que je vais pas faire. Il y a eu quelques précisions sur les tokenomics où pendant ces. Est-ce qu'on en est où par rapport aux jetons? Ça se passe comment là? Est-ce qu'il y a des nouvelles ou pas? Les tokenomics. Est-ce qu'on pourrait parler des tokenomics? Hop. Moi non. J'ai vu. Ah, toi tu peux pas? Ok. Moi, je pense qu'il va falloir voter la 0.11 et que forcément, peut-être pour la voter, il faut un jeton ou je sais pas. Il y a de la gouvernance, il y a des questions. Alors attends, vas-y, parce que là, qu'est-ce que c'est la 0.11? Alors, on peut dire que le jeton servira de la gouvernance, on peut le dire. Ça, c'est public. Voilà, donc moi, je pars du postulat que ça va pas être voté à coup de message sur le forum, ou peut-être que on peut sonder les délégués et compter les votes et faire ça sans jeton, hein. Tout est envisageable. Mais je me suis dit que vu que cette mise à jour de la stack technique, en fait, de Starknet va être votée via voilà, une option de gouvernance, une proposition de gouvernance, c'est que en général, on vote avec un jeton, hein. C'est une option pour réaliser ça. Peut-être qu'on va avoir un lancement du jeton qui va être aligné avec cette grosse mise à jour qui est la 0.11. Mais qui est prévu pour quand? Qu'est-ce qui est prévu? Donc ça, ça ne dit rien par rapport au jeton, mais par rapport à cette mise à jour. Dans un mois, on va pas attendre 100 000 ans pour ça, je pense. Donc, ok. Bon, mais je vous embête pas plus avec cette question du token, mais sachez que elle intéresse tout le monde, donc forcément. Et la question sous-jacente, c'est que de toute façon, l'écosystème est bien capitalisé. On est d'accord? Je veux dire, parce que c'était quand même, on était revenu sur la stratégie de Polygon, qui était d'acquérir des chercheurs sur ces domaines des zone knowledge. Je crois qu'ils avaient lâché 500 millions. 1 milliard. Donc,
Un milliard? Ah, pardon, autant pour moi. Je me suis trompé de 500 millions, donc. Et, et je crois que, Starkware est en capacité je veux dire, de combattre avec ces acteurs-là? Je pense que oui. En Est-ce fait, que vous pourriez me le confirmer? je pense que tu peux acheter une infinité de choses avec de l'argent, des partenariats, des headlines ou autres. Par contre, il y a des choses que tu peux pas émuler ou acheter avec de l'argent. Une âme. Et c'est, Non, mais en c'est fait, vrai. En fait, il y a une C'est vrai. catégorie de builders que tu pourras pas systématiquement amener avec de l'argent. Alors après, si tu leur lâches 300 millions à la gueule, peut-être que pour un deal, Ouais. peut-être que pour quelques années, ils vont rejoindre ton écosystème ou indéfiniment, parce que ça reste tout de même un très beau projet Polygon, il faut le reconnaître. Mais je pense qu'il y a beaucoup de builders et de développeurs que tu ne peux pas attirer, même si tu es bien capitalisé. Et ça, finalement, ça va plus dépendre de la direction, de la manière avec laquelle, en gros, tu vas faire démarrer Écoutez, ton écoutez, écosystème. Et moi, en fait, je vais vous le dire, et je me mouille peut-être en disant ça, j'aime plein de technologies, hein, des L2, des Altel One ou autres. Je suis partenaire stratégique de Starknet, mais j'en ai parlé pendant de longues années sans attendre quoi que ce soit en retour, enfin, sans demander ou des trucs en échange ou autre. Et pour moi, c'était rien de perdu. Et j'ai pour l'instant pas vu une approche pour développer des communautés sur des roll-ups aussi pures et élégante que celle qui est choisie par Starknet. Et ça se voit finalement, ça se voit tout simplement qu'on voit le résultat de la communauté, les gens qui sont dans cet écosystème, on voit clairement le résultat de ce travail-là. C'est amené avec une ouverture, c'est assez intéressant. Donc, si ouais. je peux me permettre d'ajouter un point à ce niveau-là, effectivement, donc elle est pure, elle est élégante et elle est organique, clairement, avec, j'en parlais tout à l'heure, le filtre de la barrière à l'entrée qui finalement s'est avéré être un gros filtre en termes de qualité. Donc tout à l'heure, j'ai été gentil avec Polygon sur la Ah, partie tech. Donc maintenant, je vais pouvoir dire deux, trois choses sur leur partie business, marketing, etc. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Leur stratégie, c'est de renvoyer, d'arroser des énormes marques, de leur les arroser à coups de millions pour qu'ils viennent builder chez eux. Quand ils annoncent des partenaires avec des Starbucks, des compagnies, etc., vous croyez que c'est Starbucks qui se dit on va aller builder sur Polygon? Non, pas du tout. C'est Polygon qui va les arroser à coups de millions et leur dire venez faire un petit truc sur Polygon, on vous le fait même pour vous. Je sais pas si vous avez vu, notamment ils étaient là durant Starkware Session. Visa, donc on parle de Visa, hein, le plus gros réseau de settlement au monde avec Mastercard. On leur a rien demandé. C'est eux qui sont venus builder sur Starknet. Ils ont trouvé la tech qui était cool, etc. Donc, pareil, Polygon, ils l'ont fait avec Mastercard. Ils ont envoyé, je sais pas combien pour leur dire de faire un truc avec eux. C'est pas la même approche, en fait, tout simplement. Nous, on est là sur une approche organique. Les gens qui viennent là, ils sont là pour la tech, ils sont là parce qu'ils savent ce que c'est. Bien sûr, je dis pas qu'il faut pas de BD, pas de business de développement, pas attirer des grandes marques, etc. Mais moi, je suis vraiment fier de notre approche de dire, OK, les gens, quand ils viennent, ils savent pourquoi ils sont là, etc. Parce que c'est ça qui va compter sur le long run. Parce que ça, sinon, ce qui t'attire, c'est que des mercenaires. Tu vas attirer que des marques qui ben sont oui. des mercenaires, que des développeurs qui sont des mercenaires. Quand Aptos ou un nouveau va faire la même chose, tu vas les perdre. Nous, les gens qui sont chez nous, ils ont littéralement des opportunités des fois meilleures ailleurs en termes d'argent, clairement. Mais ils sont là, ils restent avec nous. Federico, avec Landaclass, c'est le parfait exemple. C'est pareil pour les partenaires stratégiques. Il a des opportunités de se faire beaucoup plus d'argent qu'avec Starkware et il ne le fait pas parce qu'il veut travailler avec Starkware. En termes des gens avec qui il travaille, la philosophie, la loyauté, etc. C'est complètement différent. Donc voilà, moi je m'identifiais beaucoup plus à ça, à cette approche-là, cette qualité de focus sur l'excellence, de construire un écosystème qui a une âme de manière organique. Je suis convaincu sur le long run, c'est ça qui va payer. Et c'est le seul projet qui emballe les Bitcoin Maxi et les Ethereum Maxi. Exactement. Mais ça, si c'est pas un putain de signe, mais effectivement, c'est exactement ça. On avait Rosebeef et Jérémy Rubin qui sont deux OG de la communauté Bitcoiner. Moi, j'étais extrêmement content qu'on avait un Jérémy Rubin qui était avec nous, qui faisait des discussions de gouvernance de Starknet, alors que pour lui, ETH, c'est un shitcoin. Si ça, c'est pas un signal. Pareil pour Rosebeef, qui est le CTO de Lightning Labs, qui est extrêmement extrêmement bullish sur les Starkproof et sur Cairo qui va expérimenter avec nous. Effectivement, Samy, tu fais bien de rappeler. Je connais aucun autre écosystème qui met à la fois d'accord les Bitcoin Maxi et les Ethereum Maxi. Donc, ouais. Salut Frécoben. Messieurs. Salut Ben. J'ai eu un peu de retard. Ah, t'étais prévu. Tu as vu de la lumière.
tu as vu la lumière et et tu es venu toi-même, tu fais partie de l'écosystème Starkware. Tu étais à cette session à Exactement. la. Exactement, je prends j'ai pas du tout suivi le live, mais exactement, j'ai été du coup à la Hacker House, j'ai vu Abdel, j'ai vu Samy, j'ai vu tout le monde, c'était très cool. Et j'étais à la conférence et on a pu rencontrer l'écosystème, on a pu regarder un peu ce qui se passait. Et ouais, bah très bullish. J'ai fait mon petit tweet bullish de fin de conférence, comme tout le monde l'a fait. Et tout le monde s'est auto-retweeté, mais très bullish, très très bullish. Bon, mais très heureux de cette arrivée que tu nous as fait par surprise. Mais c'est un plaisir parce que toi aussi, tu développes Starkware ID, je crois. Donc, c'était la version Net ID, ouais. pour Starkware des jeunesse. Et bien justement, tu me fais ouais, transition qui était pas mal. C'était sur est-ce qu'on pourrait parler un peu de l'écosystème et des projets qui se développent sur Starkware et donc Ouais, chacun, ouais, voilà. je pense que Adèle il est bien mieux placé que moi pour le faire, mais moi je le vois en termes de porteur de projet dans l'écosystème. Il y a aujourd'hui, il y a pas mal, Adèle pourra en témoigner, il y a pas mal de tools qui se créent plus que de projets, qui sont pour le end user. Et on le voit notamment si vous allez sur la page, par exemple, de OnlyDust, c'est, le le l'outil qui permet de donner, des grants aux développeurs. Heu, Bah, on voit beaucoup de tools au niveau du dev, des outils pour le dev, des choses pour les devs et donc ça prouve qu'on est early. Ça prouve qu'on est early, qu'on a encore, pas mal de travail, sur, l'écosystème rien que pour les devs et ensuite derrière faire des applications qui seront bonnes pour le end user. Mais oui, là pour l'instant, on le voit sur le mainnet, il y a pas grand chose, on doit être 10 applications. Et je peux me permettre d'ajouter un petit point, je te laisse continuer, c'est très intéressant. Et moi, c'est un truc qui me fait halluciner. En fait, il y a eu pas mal de projets qui partaient, ils voulaient faire une dApps, builder sur l'écosystème Starknet, etc. Ils ont vu que l'écosystème n'était pas encore assez mature, il manquait plein de trucs. Bah, plutôt que de se dire on se barre ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont contribué au développement de cet écosystème. Il y a quelque chose qui est très particulier, j'ai envie de le dire même unique dans l'écosystème Starknet, et je le dis haut et fort. C'est cette volonté que les builders, là, ces petits gens-là, comme Ben, etc., tous les autres, ils sont en train de lier leur destin au nôtre et nous de la même manière. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est assez unique. Et comme tout le monde est dans le même bateau, bah, en fait, les gens ils disent, OK, là, il manque encore plein de choses sur l'infrastructure, etc., pour faire que Starknet soit mature et onboarder le plus de monde possible, le plus de dApps, le plus de TDL, tout ce que tu veux. Bah, OK, faisons d'abord de Starknet l'écosystème le plus robuste, le plus mature, et après, on verra après pour construire des dApps par-dessus. Donc, je te laisse continuer. Yes, bah, c'était un peu ça, nous, l'idée à la base de Starknet ID. C'est-à-dire qu'au début, on buildait pas ça. Au début, on buildait des jeux sur Starknet et on a vu qu'on avait un problème, c'est-à-dire qu'il y avait rien pour lier l'identité et faire tout un tas de choses autour de l'identité et nous, on en avait besoin, moi et mon cofondateur, pour les jeux respectifs, qu'on buildait et donc derrière, on s'est dit: «Bah, on va faire de l'infrastructure, du coup, on va build cette infrastructure dont on a besoin au niveau de l'identité. Et du coup, c'est ce qu'on a fait et ça a mieux marché que nos jeux. Donc, après, on a switché plus sur cette partie-là. Mais voilà, en gros, ouais, c'est ça. Et en plus, là, ce qu'a dit Abdel, ça a du sens pour le dev. C'est-à-dire que, en fait, quand tu rentres dans l'écosystème, il y a de moins en moins, mais il y a une mise à niveau à faire il y a tout un tas de tools à apprendre, il y a le langage à apprendre, etc. Et donc, une fois que tu es à l'intérieur de l'écosystème, bah, du coup, tu des opportunités, on va dire, que les autres n'auront pas. C'est-à-dire que OnlyDust aujourd'hui, tu as juste à avoir un petit niveau de Cairo, tu peux un peu tu peux faire des contributions et te payer correctement, et faire plein de trucs. Alors que c'est pas forcément le cas, sur d'autres écosystèmes et du coup, en plus, comme il y a des barrières à l'entrée qui sont les barrières techniques, et bah, du coup, la communauté est plus, on va dire, plus soudée, je pense que d'autres écosystèmes d'un point de vue, du développeur. Après, d'un point de vue du user, c'est sûr que pour l'instant, c'est très early. Moi, je le vois, j'ai pas mal de gens sur mon Discord, etc. C'est très early et la majorité des users qui sont là et qui font vraiment des transactions sur le mainnet, c'est des airdrop hunters, de ce que je vois. Euh, mais euh, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore de diap et il y a pas encore de shoots qui sont live. Mais je pense que d'ici un an, on aura fait bien x10 sur le nombre d'apps qui seront live parce que les devs, on les onboard maintenant. En fait, les devs, ils les onboardent. Moi, de ce que j'ai vu, Abdel, tu me diras, euh, à la Hacker House, je connaissais quasiment personne. Alors qu'avant, je connaissais tout le monde. C'est-à-dire que la précédente Hacker House, je connaissais tout le monde. Tous ceux qui dormaient, je connaissais tout le monde. Là,
j'ai rencontré plein de gens et je connaissais, il y a encore la moitié que je connaissais pas. Ça prouve que je pense que les devs, on va les onboard maintenant, notamment parce qu'il y a un changement entre Cairo 0.10 et Cairo 1. Donc ça change la donne d'un point de vue du Ouais. langage. Et du coup, Ouais, juste à rien à voir, désolé, mais il y a des mecs qui sont bulles sur Optimism. Vous savez qu'ils ont toujours pas de Oui. proof? Ok, basta. Merci. Suivant. Non, mais il faut appeler un chat, les gars. Moi, je comprends pas les mecs qui sont encore dit ça. Déjà, les Optimistic Rollup, ils sont déjà has-been dès leur conception. Quand t'as Vitalik qui présentait les rollups, qui disait les Optimistic Rollup, c'est bien à court terme, parce qu'ils sont simples, ils sont efficaces, etc., mais ils sont limités en termes de throughput. Ils ont la fameuse période de 7 jours qui empêche une finalité. Donc déjà, ça commençait mal. En plus, eux, ils ont même pas trop de proof. À la limite, tu m'aurais dit Arbitrum, pourquoi pas. Mais Optimism, c'est du bullshit. Ils ont toujours pas trop de proof. C'est une arnaque. Bref, merci, Ben. Non, mais moi, ça me plaît, ça, parce que comme on est en train de tailler des shorts, des chemises, là, ça coupe sur mesure. Donc, on a pas mal, bon, on a parlé de Starknet, on a parlé pas mal de Polygon. Donc là, ça vient de traiter rapidement le cas de Optimism. Est-ce qu'on traiterait le cas de Arbitrum? Donc moi, un autre que je vois avec une traction, j'aimerais bien qu'il passe sur le banc des accusés et Ouais. qu'on m'en dise Bah, quelques mots, sachant que Arbitrum, moi-même, je ne suis pas compétent. Hein. Je vois juste qu'il y a moi, pareil, je regarde les métriques. Arbitrum, il y a un gros engouement en ce moment. Voilà, il y a des belles dappes, GMX, Uniswap, Curve, probablement d'autres qui sont en train de AAV, je vois. Voilà. je trouve qu'il y a des Moi, belles dates. Le problème, c'est par définition, c'est un optimistic rollup. C'est juste. Déjà. Mais dans le lot d'optimistic rollup, effectivement, ils sont très bons. Enfin, moi, c'est mon préféré dans l'optimistic rollup. Mais comme on a dit, l'optimistic rollup, c'est déjà has-been. Donc après, il est clair pour moi. Là, c'est pas has-been, c'est on top. Mais non, oui, là c'est on top, c'est bientôt. Enfin, ouais, on sait que ça va venir. C'est ça que je veux dire. Donc, est-ce que miser sur un truc on sait qu'il y a une date de péremption, en fait, c'est un peu ça. Hein. Maintenant, ils sont pas cons, ils sont aussi en train de préparer la transition et ils sont en train de faire du ZK. Et ça parle déjà de ZKORU. Ouais, voilà, ils commencent déjà à être en train de préparer gentiment le terrain pour pas se mettre. Alors moi, mais après, tu peux, sur les optimistic rollup, tu as une meilleure compatibilité, programmabilité, etc., tout ce que tu veux, blablabla. Mais tu peux aussi réduire le temps nécessaire pour générer une preuve de fraude. À T plus 5 ans, peut-être que la challenge période, ce sera pas une semaine, mais ce sera 2 heures, parce qu'il y aura une nouvelle manière de processer la donnée qui fait que. Donc, tu peux sensiblement améliorer l'expérience. Même pas, parce que si tu peux même faire les fraud proof très rapidement, le problème, c'est que tu veux attendre suffisamment de temps pour que les acteurs honnêtes reportent les fraud proof. Sinon, tes trust assumptions, elles sont trop grandes, en fait. Ouais, mais tu peux avoir une méthode pour process la data dans une time frame qui est limitée parce que la data est validée et générée d'une certaine façon. J'en sais rien, peut-être. Peut-être que tu as un réseau de. Ouais, bon. Mais regarde, Vitalik, il le disait, c'est aussi un des problèmes qu'il a avec Celestia, le problème de synchronicité avec le temps, qui fait qu'en fait, tu peux avoir des échelles à l'échelle de Internet qui vont, par exemple, collapse Internet pendant 3 jours. Bah, ce genre de truc, il crée complètement les optimistic rollup, tu vois, par exemple, si on descendait. Donc, c'est pour ça que 7 jours, c'est vraiment dur de descendre plus bas que 7 jours, parce que si tu veux un système le plus résilient possible, t'es pas à l'abri que tu peux faire un blackout total de quelques heures en quelques jours. Donc Vitalik, il est vraiment pas fan de rajouter une notion de synchronicité au temps. C'est pour ça que Ethereum, il est fait pour pouvoir toujours recover quoi qu'il arrive, même si Internet était coupé pendant un mois, Ethereum peut repartir. Tu vois. Et c'est pas le cas mais bon, de ce que je comprends, vous écoutez, c'est que dans la guerre des escargots, pour l'instant, Arbitrum est roi, parce que moi j'ai retenu qu'on en était à 2,5 transactions par seconde actuellement, et que le King est à 6. Voilà, le problème c'est que vous lui annoncez, vous lui envoyez un corbeau de malheur, c'est-à-dire en lui disant qu'il va plafonner pendant que vous allez vous transformer de chenille en papillon. C'est ce que je comprends. Donc, alors que lui va rester une vilaine limace toute son existence. Ok, très bien. Et dernier, puisqu'on en est là, hein, moi j'aime bien quand ça taille un petit peu. Donc il y a la théorie de Mark Zeller que la guerre des Layer 1 a été gagnée par Ethereum. Qu'est-ce que vous pensez donc justement des alternatives? Bon, il y a Bitcoin qui a sa part de marché. C'est une vraie question. Et sa proposition de valeur. Allez, on va accorder Bitcoin sa proposition de valeur ancestrale. Ensuite, il y a Ether et nos amis Cosmos, Avalanche, Solana, Enco. Et il y en a pas un petit là, ou les nouveaux, les dernières générations là, les bien opportunistes, Aptos, Sui, tout ça là.
Bah, à la fin, Ouais. moi, je trouve que juste ça va dépendre des diables qui se build dessus, parce qu'à la fin, ce qui ramène les users, c'est les diables. Et donc, s'il y a une diable qui pop, qui se build sur un L1 qui a du sens ou pas, en fait. Imaginons Sorare, ils avaient fait chez Cosmos, et bah, il y aurait du monde chez Cosmos, en fait. Parce que les end-users de Sorare, ils s'en foutent qu'on soit chez Cosmos, chez StarkX, ou ils s'en foutent, en fait. Donc finalement, ça va dépendre des diables. Mais si on regarde d'un Moi, point de j'ai vue un avis, j'ai pas le même avis que toi, mais c'est très si on personnel ce regarde que d'un tu point dis. de vue Mais technique, c'est sûr que bah, ouais. pour moi, ça a moins de sens de choisir d'autres Layer 1 aujourd'hui. Après, il y a d'autres critères que le technique. Il y a le légal, il y a les grants, il y a tout un tas d'autres choses qu'on voit pas forcément quand on est. Pour le légal, moi, si tu veux mon avis, il faudrait faire un layer one anonyme, hein. C'est-à-dire qu'il faudrait. Est-ce qu'il y a encore des layer one avec des équipes anonymes? Parce que il y a un risque légal qui me paraît monumental Ah, là, et cette pression réglementaire, moi, pour moi, est un frein à l'innovation. Enfin, je veux dire, j'entends souvent des équipes qui vont, tu vois, choisir des tokenomics plutôt que d'autres, une techno plutôt que d'autres sur des prérogatives légales qui n'ont pas de sens. Parce que à un moment donné, tu veux juste que ce soit plus efficace, plus sûr. Je comprends pas à quel moment un régulateur dicte à des ingénieurs ce qu'ils doivent faire, c'est difficile de sachant que lever 300 millions quand tu es anonyme pour faire un layer 1. eh ben ouais, mais bon, ce que je sais pas, tu vois, par exemple, les équipes, moi, dans les layer one qui, à mon sens, ont du sens, t'as des propositions de valeur qui sont simples, et t'as notamment la privacy qui est très mal, Mm. voilà, qui a pas beaucoup de, en fait, d'écosystèmes qui se donnent ce challenge-là, alors que c'est un besoin essentiel de l'humanité, hein. C'est-à-dire que t'as pas de résistance à l'oppression sans privacy pour moi, et t'as pas beaucoup en fait, de solutions techniques. Disons que si les équipes sont pas elles-mêmes anonymes, euh, elles seront finalement à la botte de ce que dit le régulateur. Et le régulateur n'a pas forcément l'intérêt du consommateur, bien qu'il le prétende, en son premier intérêt. Donc voilà, moi il y a Monero. Monero, par exemple, pour moi, Faut juste fait pas que le partie des propositions régulateur de valeur. change les rampes, en fait. Faut pas que les zones rampes soient bloquées par le régulateur, sinon c'est chiant pour l'adoption, quoi. Si tu me le Ben délices de ouais, toutes mais les c'est ce qui se équipes passe, centralisées. c'est la stratégie du moment, tu vois. Et donc, ouais. Donc, tu Ouais. vois, pour moi, ça pourrait être une verticale que je trouverais avoir du sens, qui serait en dehors, tu vois, voilà. Donc, je sais pas comment marche Aztec, par exemple. Aztec a l'air d'être axé privacy. J'espère que les équipes vont bien sur l'américain. Voilà. Pour Pas l'anecdote, anecdote, la anecdote, personne qui ça. rejoint Aztec comme avocat était aussi legal counsel chez nous, enfin à notre Guardian, il l'est toujours. Ah, Et voilà, mouvement, bref. Voilà. donc, Mais ouais, ouais. Et toi, Sam, Mais qu'est-ce bon, que t'en penses? Du de coup, quoi? sur les Layer One, moi, je ne vais pas répondre encore une fois à cette question. J'ai déjà dit 21 fois ce que je pense, donc les gens savent ici ce que je pense, que pour moi, il n'y a aucun il faut autre répéter. Layer One. Ok, bon, bah, pour faire très simple, il n'y a aucun autre Layer One que Bitcoin et Ethereum qui a du sens, dans le sens être suffisamment crédiblement neutre, pas gouverné par une seule entreprise ou une seule team. C'est l'un des gros problèmes des Layer One modernes, c'est qu'ils sont tous stoppables facilement parce qu'il y a une fondation qui dirige tout. Les Même seuls qui ont une Cosmos. chance, Cosmos un peu moins, mais quand même, il y a quand même quelques grosses têtes de Cosmos qui peuvent être shut down assez facilement. Tu peux attaquer économiquement, en fait, avec un coût Voilà, qui c'est est ça, exactement. Mais ils Ouais, feront la jamais ça. sécurité économique. Voilà. Ça, c'est Le avoir du législateur, sens et avoir des users, c'est différent, tu vois. On l'a vu enfin, il y avait plein de chaînes centralisées qui ont eu plein de users au dernier bull run. Ça a pas empêché que. ouais, mais dans une Ouais, vision long mais ça, terme. c'est sur des trucs court terme. Exactement. Voilà, exactement. Moi, je te parle de long terme. Et ce qui va mettre tout le monde d'accord, c'est justement quand il y aura de la capture des États, des grosses corporations, etc. Les seuls qui ont une chance, et même pas, c'est même pas gagné, hein, c'est Ethereum et Bitcoin. Toutes les autres ont un claquement de doigts, elles se font shutdown. Non, mais, enfin, les gens ne comprennent pas ça, mais, Tu veux dire pour attaquer. Ah oui, pardon. bah, bien sûr. Mais c'est ce qui fait la différence dans le long terme. mon avis, Non, c'est pardon. Monero. Monero. Oui, Monero. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Effectivement. Il a À l'habitude part d'avoir des Bitcoin, problèmes. Monero, ouais, à part Bitcoin, Monero et Ethereum, enfin, tous les autres se font shutdown dans un claquement de doigts, ça c'est clair. Et même Bitcoin, Ethereum et Monero, c'est pas encore gagné. Donc, pour te dire, non, sur des spikes, sur des bull runs, etc., bien sûr, tu peux avoir des trucs d'adoption, des rotations de capital, etc. Mais là, on est là pour bâtir des systèmes qui vont durer plusieurs décennies, plusieurs siècles. Oh non, pas Iran. Oh non, non, non. Non, mais ça, t'en as déjà dit que t'as déjà envoyé des Ouais, signaux bien ciblés, ouais. donc ça va. Alors, attends, Bien mais moi, du coup, dégueulasse. mais
Alors, j'en reviens à ma question. Donc, on a fait un petit peu le tour. Sur les layers 2, moi, je veux fâcher personne, mais donc, du coup, je retiens que la techno phare, ça va être les Validity Rollup ou les ZK Rollup, idéalement. Qu'on a positionné sur ça, on a évidemment Starknet qui est très probablement à l'origine de ces technos. Et on a Polygon qui est bien positionné aussi. J'ai pas compris comment se positionne Aztec. C'est une surcouche? C'est quoi, En fait, Aztec? c'est un Validity Rollup comme Starknet ou Scroll ou quoi que ce soit qui a des ZK-proof built on top pour cacher les données. En gros, on peut voir ça comme une sorte, si j'ai bien compris, de VPN pour interagir avec Ethereum. Il y a certaines applications qui existent sur le réseau Ethereum qui sont compatibles avec, on va appeler ça une surcouche. Et donc, vous pouvez en fait faire vos interactions via cette surcouche-là, en fait, qui est Aztec Connect ou Aztec Network. Et on va offusquer en fait votre activité parce que vous interagissez avec une application qui existe sur le mainnet via cette surcouche qui utilise des preuves zero knowledge pour dissimuler vos activités. Et ça, je crois que c'était crédible. C'était une techno, c'était crédible. Il y a de l'attraction. Il y a quoi? On en est où? Bien sûr. Ouais, C'était très crédible. Oui. Ouais. Il y en a d'autres des candidats. Et ensuite, je vais ramener Philippe pour le clôture. Il faut faire plaisir aux gens. Et moi, c'est une question que je me pose. Bon, d'accord, ok. Admettons qu'on soit convaincu sur Starknet, Starkware, Starktex, toutes ces différentes strates technologiques. C'est le futur. Très bien. Mais ça va pas mooner, en fait. Ça moune pas. Non, mais ça, c'est pas grave. Je veux dire, dommage. C'est pas grave. C'est quand même grave. On aime bien aussi. Si on veut aller mooner. Donc, pour mooner, j'ai bien compris, il faut aller dans des icônes bien centralisées. Mais admettons que là, on a envie de parler avec le cœur. Comment on fait pour s'exposer à cet écosystème économiquement? Voilà, à l'heure actuelle. Ah, t'as dit économiquement, du coup, je sais pas. Je veux dire, comment est-ce qu'il y a des Alors, en étant builder ou sans être builder? Non, il a dit économiquement. Et sans être builder, ok. C'est-à-dire que économiquement, c'est avec ton argent, donc là, c'est plus compliqué. Non, économiquement, ça peut être d'une façon ou d'une autre, ça peut être avec ton temps. J'ai quelques histoires. On a quelqu'un qui est graphique chez Node Guardians, designer, pardon. En fait, il était dans le Web 2 pendant très longtemps. Il faisait des trucs pour des grandes marques et tout. Et il a commencé à faire quelques productions pour des trucs comme Starknet CC ou Starkware. En fait, il a été repéré par Starkware et d'autres projets de l'écosystème. Et maintenant, il a suffisamment de demandes pour faire ça à plein temps et en vivre très correctement. Et donc, aujourd'hui, son travail consiste à réaliser des productions visuelles sur ce qui lui plaît. Et il n'est pas technique. Et après, je ne sais pas si ça va l'entitle à des tokens ou autre. Ça me regarde pas. Je ne sais pas comment ça va. Quelle est sa relation avec d'autres acteurs de l'écosystème. Mais il peut se générer un revenu, vivre via cet écosystème et être dans une position peut-être plus favorable, plus privilégiée pour bénéficier d'éventuelles opportunités qui arriveront après le TG, j'en sais rien. Mais c'était une histoire. Et il y en a d'autres comme ça. Avec du temps. Bon, déjà, on peut investir son temps, mais est-ce qu'on peut investir son argent quelque part? Est-ce qu'il y a des projets il y en a qui parlent de. C'est clair qu'à 10 milliards de valo, vous ne ferez pas x100. Ne confondez pas Starkware et Starknet. Starknet, il n'y a pas 10 milliards de valo du tout. Les 8 milliards de valo, c'est Starkware. Je ne sais pas si tu parlais de ça, Erratic Ape. Peut-être, vas-y, je sais. Ouais. Après, il y aura 10 milliards de jetons. Ah oui, il y a 10 milliards de jetons, oui, mais ça veut rien dire. Mais là, il a parlé de valo. Allez, est-ce que même si on ne sait pas qu'est-ce qui est dit là-dedans, est-ce que tu nous ferais un petit point sur, donc il y a Starkware qui a levé l'argent, qui est l'entreprise, qui est l'entreprise et qui a financé en equity, donc je suppose. Ouais, tout à fait. Voilà. Ça, c'est un truc et qui est pas ouvert au public, donc ça concerne pas forcément le retail. Et ensuite, évidemment, il y a le token de Starknet qui est attendu, dont je suppose que la proposition de valeur, c'est de permettre de décentraliser certaines fonctions inhérentes au réseau, donc peut-être séquenceur, prover, je ne sais pas. Voilà. Donc il y a trois choses. Il y a gouvernance. Trois fonctions au token. Donc, vous avez dit les trois. Donc, c'est ça, décentralisation des séquenceurs, les fees, donc c'est le fee token du réseau Starknet, et la gouvernance, donc voter sur les proposals, etc. Mais ce token n'est pas live. Non, ce token n'est pas live. Il est déployé sur Ethereum. Il est déployé sur Ethereum. Le RC20 Starknet, il est sur Ethereum. Mais il n'est pas encore live sur Starknet, tout à fait. Ouais, il n'est pas encore distribué. Si ce soir, on va le swapper sur Uniswap, ça sera un scam, sans doute. Oui, bien sûr.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et Voilà. donc, est-ce que, alors je sais qu'on peut faire, par exemple, on peut faire du squatting de ID, tu vois, de Starnet ID. Donc ça, c'est une Oui. Difficile, là. exposée, mais elle est pas D'ailleurs, dis forcément. les chiffres. Il y en a un qui disent t'as rapporté combien, si tu peux dire les chiffres. Je sais pas, parce ils sont trouvables publiquement. Donc, Ah bah, je laisserai les gens aller chercher publiquement alors. quel enfoiré. Bah, Ok. c'est la blockchain, hein, vous pouvez la regarder. C'est vrai, c'est vrai. Donc Euh, non, en gros là et pour la vérif, enfin pour s'exposer économiquement, il y a Jedi Swap. Je crois qu'ils onboardent pas mal de contributeurs et le but c'est de décentraliser toute leur capitalisation. Donc bon, il y a ça. Vous pouvez faire de la spéculation sur les domaines si vous voulez. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je ne dis rien. Les volumes sur Starknet, combien de domaines ont été distribués depuis le lancement, vendus? Il y a vendu et distribué, c'est-à-dire qu'en gros, Vendus. on a fait un partenariat récent avec Bravos Oui. sur des subdomains. Donc, en gros, en vendu, on doit y avoir 24 000 environ, et en plus les subdomains, on a 34 000. Du coup, on a distribué 10 000 subdomains avec Bravos. Ça fait que une semaine et demie avec Bravos, donc c'est vraiment pas mal. ouais. Et du coup, ouais, sur la partie domain payé, il y en a environ 23 000. Donc, voilà. D'accord, c'est cool. Ouais. Alors, bah, le tooling, il y a des questions sur le tooling. Donc, Bravos ou argent? Je dois Je vais rester laisser, neutre, moi. je vais Donc, laisser j'espère. Raphaël répondre à cette question. Non, Cartridge. toi, tu peux être pas neutre. Moi, je peux pas. Je suis obligé d'être neutre. Alors, Mais surtout, ne le soyez pas. Je veux dire, voilà, la mais base d'un journaliste moi, réussi, j'aime bien les deux. Ça va dépendre de ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Argent, ils sont open source. Et ça change pas mal de choses pour un wallet. Argent, ils sont open source. Il y a déjà un wallet qui est sur Ethereum, c'est aussi sur Zk-Sync. Donc, on va dire que c'est un peu plus cross-chain, Argent. Et Bravos, eux, ils sont concentrés sur Starknet. Il y a les Stark Domains à l'intérieur. Donc, si vous voulez avoir un Stark Domain gratuit, vous allez sur Bravos. Et tout est inclus et intégré dans Bravos sur le côté Stark Domain. Et en plus de ça, Bravos, ils ont une application mobile. Après, moi, je sais qu'il y a plein de choses cool aussi qui arrivent chez Argent et qu'ils ont annoncé à Starkware Session. Je sais pas trop si je peux. Ah oui, ils l'ont annoncé, je compte. Ben oui, je peux le dire. Du coup, le web wallet chez Argent, c'est tu peux sign up et utiliser des applications Starknet avec un mail seulement. Donc ça, c'est très très cool aussi. Sur Bravos, au niveau de la sécurité perso, ils ont des trucs très cool aussi. C'est avec du 2FA où en gros, tu peux signer avec ton Face ID. Et donc, tu as besoin de deux choses, de ta tête et de ton téléphone. Et donc, c'est un tout effet. Tu peux rajouter un 3FA où tu signes avec ta seed, donc depuis ton PC avec ta seed, avec ta tête, du coup, et avec ton téléphone. Donc, ça fait trois choses, donc ça fait trop effet. Ils ont fait plein de trucs autour de ça, c'est cool aussi. Donc, après, à vous de voir tester les deux. Voilà, vous pouvez tester les deux. Je peux pas non plus choisir comme ça parce que moi, je travaille avec les deux. Hein, donc, Ouais, je sais. Bon, après, il y a quelqu'un qui dit je sens qu'Abdel est pro Bravos. C'est compliqué. En Moi, vrai, je pense pas. Pardon. Non. alors, en open vrai, source, il va changer pas mal voilà, de. c'est ce que j'allais dire. En vrai, l'outil en tant que user, si je m'en bats les couilles de tout le reste, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour Bravos, mais la team et la façon de faire, je préfère Argent. Voilà. mais Pour dire les choses simples. Ouais. c'est ton avis, il n'engage que toi. Alors moi j'ai une dernière question pour vous les amis. Donc je sais toujours pas comment m'exposer clairement. Donc je vais attendre le token en voyant la valeur. Impossible. Moi, Mais je peux ça, te c'est donner bien des triste. Ça, pistes, c'est mais pas ça va être c'est pas la différent. réponse que je voulais. Hein. Ça me donne envie d'acheter du Matix, tout ça. C'est, non, je plaisante évidemment. Hein. C'est une petite provocation, mais c'est parce que je cherche. Évidemment, mais il faut attendre. Écoute, c'est la patience. Après, je suppose que ce que tu disais, Fricoben, c'est qu'il y a des chasseurs Matic, d'airdrop. il est déjà à Il y a des 11 chasseurs. milliards de valo, Matic. Hein. Ouais. Non, mais oui. C'est cher aussi. Tu vois. Voilà. Donc, ouais. Ensuite, bon, il y avait le temps, c'est ce que disait Samy. Donc, impliquez-vous dans des projets, ça sera récompensé. C'est ce que tu disais aussi au début, Fricoben, c'est que ça peut être un moyen, voilà, de s'exposer. Donc, le temps, c'est compétences, c'est pas forcément que des devs. Tu disais, bon, évidemment, si vous êtes dev, il y a un boulevard dans cet écosystème. Non, là, Peut-être utile. c'est un boulevard mais d'une taille monumentale, à mon avis, c'est mon avis. Mais... En fait, il y a beaucoup de choses qui sont encore à construire et il y a des méthodes pour tout simplement faire subventionner ce travail-là. Et puis, c'est un travail qui est en général toujours reconnu et il y a toujours d'autres effets latents intéressants qui peuvent être là pour. Enfin, c'est cool de s'impliquer assez tôt dans l'écosystème. Mais moi, je comprends que la problématique, la plupart des gens, c'est comment est-ce qu'on peut acheter le jeton et autres. Et là, la réponse, de toute façon, elle est très courte. C'est pour l'instant
pas possible. Et est-ce qu'il faut l'acheter une fois qu'il est live? Personne ne peut vous dire s'il faut le Oui, faire non, ou ça, pas. De toute façon, c'est à vous d'apprécier le projet, d'essayer les wallets, de faire le tour et de prendre une décision. Et il faut aussi être au courant du fait qu'il existe d'autres solutions sur la même verticale. Il y a d'autres ZK, d'autres Validity Rollup. Et il n'y a rien de mieux qu'aller tester, en fait, ces différents systèmes, se faire sa propre idée, peut-être partir à la rencontre des gens qui construisent dessus, pas seulement à travers des podcasts, mais à travers des meet-ups. Si vous avez la chance de vivre à Paris, il y a des trucs comme ça assez régulièrement, c'est gratuit, parfois. Et puis voilà. Et après aussi, il y a une réalité qui est assez qui est assez triste. Ça veut pas dire qu'un projet a les meilleures qualités intrinsèques, enfin, techniquement parlant, que le prix va être corrélé en fait à ce dernier. Ça va peut-être réussir dans 5 ans, 10 ans, ou peut-être jamais réussir. Et donc, il y a toujours un risque associé à toutes ces technologies. Même si moi, par exemple, à titre personnel, ça m'emballe pas mal, je me mouille. Je pense que il y a aucune garantie. Peut-être qu'un nouvel Altel One à base de ZK va mieux performer sur les 10 prochaines années que Starknet, parce que voilà, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu dans l'appréciation d'un jeton que voilà. Donc, moi, je pense que il faut. euh, je pense que voilà, la question, elle est. On l'a traitée. tu as Il fait n'y a le tour, pas, ouais. il y a pas, on peut pas acheter le jeton, c'est tout. Et Voilà. c'est chiant évidemment de dire, bah, vous avez qu'à dev, allez vous faire foutre. Mais non, je sais que c'est pas cool. Après, sinon, faut avoir du temps et avoir des compétences dans un domaine particulier et parler anglais. C'est quand même non idéal. Et après, ouais, il faut y consacrer du temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous du temps parce que parfois, on a un job et ça devient chiant au bout d'un moment de dire aux gens, impliquez-vous, consacrez-y du temps, car je sais que la réalité chez beaucoup de gens est la suivante. On n'a pas le temps, il y a d'autres choses à faire, il y a un job et où on n'est pas programmeur. Donc bon, je pense que le sujet, il a été exploré dans son intégralité ici. Les seuls jetons ZK-like sur lesquels on peut spéculer, bah, c'est juste peut-être Matic et Mina, et c'est tout. Et c'est deux profils de Valo différents. Je vois juste, il y a un commentaire que je trouve intéressant, c'est problème trop tourné dev et pas user. Ouais, je C'est voulais juste répondre aussi à ça, vas-y. En fait, c'est juste la timeline du projet qui est trop tôt et du Ouais. coup, on doit être concentré sur les devs. Et du coup, en fait, Samy, il était giga early sur le projet, il l'a mis en avant giga early. Et du coup, en gros, bah, ça a ramené beaucoup de devs, etc. Mais en tant qu'user derrière, toi, tu te dis, bah, ça marche pas, en fait. Parce que c'est vrai, ça marche pas. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est pas incroyable. Il y a 8 mois, le mainnet, il était en PLS à chaque fois qu'on faisait une transaction. Là, maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est genre 15 fois mieux. Et dans 6 mois, j'espère que ça sera 15 fois mieux. Mais donc là, on est au tout début d'un écosystème. Donc forcément, c'est pas tourné user parce qu'on a besoin de dev. On a besoin d'applications. On a besoin de choses qui arrivent mainnet, etc., etc. Donc l'idée, je pense que si vous voulez vous exposer économiquement, pour moi, c'est juste de continuer à regarder, juste de pas sauter ou partir. Ouais. Et moi, le focus sur les devs avant les users, je comprends que ça soit frustrant, mais moi, je suis extrêmement content que ce soit le cas. Parce qu'en fait, c'est une question de timeline, comme tu l'as dit, il faut faire les choses dans l'ordre. En fait, si tu ramènes très d'users alors qu'il y a un écosystème qui est pas mature ou qu'il y a rien dessus, ça n'a aucun intérêt. On veut pas des mercenaires, pour être très clair. Donc, on veut un écosystème qui soit mature, qui est stable. On est là pour du long run. C'est la seule solution à l'heure actuelle en mainnet, en ZK Rollup. C'est la plus prometteuse. Voilà. Maintenant, faites de cette info ce que vous voulez. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Voilà. Non, mais vous avez répondu à ma question. Je fais remonter quelques questions du chat et j'aurai une dernière question pour vous. Mais hop, oui, cette question est très bonne, je voulais la prendre. Il y a une petite douceur là qui t'a été glissée. Ouais, c'est quelque chose à répondre. C'est une excellente question. Effectivement, le problème d'avoir un seul séquenceur aujourd'hui, il y a des problèmes de résistance à la censure. Donc, deux réponses à ça. La première, c'est qu'il va y avoir des moyens de forcer des transactions sur le L1. Donc même s'il y aura un seul séquenceur, un seul prouveur, vous aurez la liberté de withdraw sur Ethereum si jamais quelque chose ne vous plaît pas ou si jamais le séquenceur de Starkware tomberait ou si jamais on était malicieux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les propositions là pour la décentralisation des séquenceurs ont déjà été lancées. Donc sur comment on va décentraliser les séquenceurs, sachant qu'il va falloir ajouter un autre niveau de consensus. Donc voilà, ça c'est une question de ici. Ouais, exactement. Donc, il y a 5 threads qui expliquent, qui proposent une version en fait pour amener cette décentralisation sur le réseau. Mais ce qui est intéressant, c'est que la discussion est ouverte. Et si vous avez exactement.
des propositions avec des arguments pour les soutenir. Vous pouvez en gros avoir votre mot à dire sur la direction technique de ce projet. En gros, c'est un problème qui est taclé par la communauté et vous pouvez aussi participer à la gouvernance ou même candidater pour devenir délégué sur la gouvernance. C'est ouvert à tout le monde. Vous devez vous expliquer juste en quelques lignes pourquoi ce rôle vous sied, qu'est-ce que vous pouvez apporter, quelle expertise, quel est votre background. Et peut-être que vous serez sélectionné parce que dans un monde idéal, ils vont peut-être chercher à avoir une distribution géographique des délégués qui répond à certains critères. Enfin bref, il y a pas mal de choses sur ce forum. C'est pas le forum le plus accessible au monde, mais si vous voulez être tenu au courant des progrès techniques, mais aussi sociaux du réseau et avoir votre mot à dire là-dessus, n'hésitez pas à le faire. Et ça, c'est pas une recette qui marche que pour Starknet. Par exemple, dans mes onglets, par exemple, j'ai un projet et on fait des ressources pour l'EVM. De facto aussi l'OVM. Et si je veux viabiliser ma boîte, il y a aussi les rétro-public funding, par exemple, sur Optimism ou d'autres Layer 2. Et vous pouvez, par exemple, candidater pour obtenir un grant ou autre sur ce genre de choses si vous avez un produit qui contribue, par exemple, au développement de tel ou tel écosystème. Si vous êtes sur Axelar ou autre, je vous donne les exemples avec tous les forums possibles et imaginables, ou sommeliers ou autres. Vous pouvez savoir quand est-ce que des événements critiques vont avoir lieu. Vous pouvez savoir s'il y a un delegation programme. Et même si vous êtes un opérateur, on va dire amateur, et que vous avez un nœud, si vous suivez toutes les guidelines qu'il y a ici et que vous vous faites remarquer sur ce genre de forum, en général, on va pas vous louper sur Discord et on va se souvenir de vous. Et vous allez peut-être pouvoir choper une délégation dans le contexte d'un delegation programme. Et souvent, le minimum de ces délégations, ça peut être plusieurs SMIC par mois, même en bear market. Et je tenais juste à vous dire que si vous avez un peu de temps, un ami qui est un peu technique ou juste vous êtes technique vous directement ou vous aimez creuser, ces forums-là sont souvent les points de départ de signaux très très importants dans la vie d'un projet et ils ont tous la même gueule, vous le verrez. Il y a un logo, c'est le même thème, c'est les mêmes trucs. C'est ce genre de forum-là, faut pas les louper. Il y a pas mal de choses intéressantes dessus. Et voilà, c'est juste un petit conseil. Voilà. Allez, j'en pick up une autre. One Cable. C'est Mentor, donc Mentor c'est un builder d'écosystème, donc il connaît très bien la réponse, mais il veut juste mettre un coup de pression. Attention, on peut faire tourner, hein. Hop. On peut. Gwen Cairo 1, donc question when NFT over identity, donc ça revient à la question numéro 1. Quand Cairo 1 sera là, nous il y aura ça. Ouais. Voilà, ok. Bon, pas de précision. Ok, allez, très bien. Non, mais là, ça devrait varier, donc ça va être en 2 temps. Donc, il y aura à partir d'un moment, il sera possible de déployer du Cairo 1. Ils vont cohabiter pendant un peu de temps, 6 mois peut-être. Le temps de laisser à tout le monde le temps de migrer sur Cairo 1. Et après, les contrats Cairo 0 seront dépréciés, ne pourront plus être utilisés. Donc, ça devrait commencer vers mars à pouvoir déployer du Cairo 1. Et après, voilà, vous comptez 6 mois au max, le temps que tout le monde fasse la migration. Allez, je fais tourner. Hop. Tac. S'il faut distribuer. J'ai envie de caler un soon et ne pas donner de... Non, pour le coup, on attend certaines choses comme la mise à jour de l'environnement de test Protostar pour qu'elle supporte Cairo 1.0, vu qu'on va construire on va intégrer le langage à notre back-end et utiliser ce framework-là. Et il y a encore je pense qu'on va pouvoir commencer les travaux d'ici 1 mois. Et je veux pas dire de bêtises, mais pouvoir commencer à proposer quelque chose fin avril, début mai, ce serait vraiment top. Donc on va essayer de viser ce genre de date-là. On va faire au mieux. Sur Node Guardians ? Pardon ? Vous avez des smart contracts sur Node Guardians, je veux dire à dev ? Ou c'est juste des non, en gros, tu as 2 types de challenges. Tu as des CTF, donc tu déploies le contrat sur le testnet et tu le pètes. Et après, nous, on peut vérifier si tu l'as fait. Sinon, tu as des problèmes de programmation. Et après, nous, avec notre application GitHub, tu forques notre repo. Ouais, ça je l'ai fait. Ouais, voilà. Mais certains de nos problèmes, certains éléments de nos problèmes sont des contrats intelligents. Donc ouais. Et puis pour Starknet, on va devoir proposer. Vous aussi, vous allez Cairo 1, c'est pour ça. Pardon ? vous aussi, vous allez devoir attendre Cairo 1. Oui, sinon tout va être pété, mais on peut déjà jouer avec Cairo. Mais donc voilà, on va essayer de couvrir les bases, la syntaxe, les librairies, le modèle de mémoire, tout ça. Après, faire des trucs qui couvrent
peut-être l'account abstraction, les preuves, mais il y a pas mal de trucs spécifiques à Cairo qu'on va devoir couvrir aussi, mais je pense que cette fois-ci, on va le faire de façon agile. On va livrer peut-être une quinzaine d'heures de contenu et après, progressivement, sur 6 mois qui suivent, 15 heures de plus, on va voir comment on va le faire. Mais je veux pas promettre quoi que ce soit. Il y avait une question pour toi, Ben. Ah ouais. Tu l'as pas vu? Si, Starknet Ouais. CC. Mais j'espère bien cet été. J'espère bien venir cet été. Normalement, ça devrait le faire. Quand est-ce que c'est prévu? C'est l'été. En général, c'est pendant. Ça enchaîne sur Ethereum. C'est tout le temps. C'est à Paris, c'est l'été. Je pense à Paris. Je pense Ouais. venir à Paris cet été. Et moi, j'ai ma dernière question, les garçons, avant de clôturer, mais qui est pas des moindres, qui est très importante. C'est comment vous allez jouer la mise en jour Shanghai avec The Terre. Je peux entamer si vous voulez. Moi, je me suis fait une réflexion. Donc, il y a, on en a parlé. Hein, il y a évidemment FUD, pas FUD. Donc, la mise à jour Shanghai va permettre de déstaker progressivement ces Ethers et de récupérer les rewards, en quelques mots. Et il y aura malgré tout 1 million d'Ethers qui devrait être libérés, voire davantage, si on prend le principe 1 million d'Ethers en reward, et si on compte le principal, peut-être un peu plus. Donc ensuite, est-ce que c'est dramatique ou pas? C'est difficile de calculer le nombre exact d'Ethers qui seront libérés. Il y a beaucoup de spéculations sur Twitter à ce niveau-là, mais bon, il y aura plus que 1 million. Quel impact ça va faire? Donc il y en a qui disent que c'est un non-événement, c'est possible. J'ai pas trop d'avis sur la question, et donc je serais curieux d'avoir vos retours. Moi, à titre personnel, je pense que si on est, c'est ce que je vais faire, je l'ai pas encore fait, mais je suis bullish Ethereum, donc il y aurait la bonne vieille technique de hodl, ce que je m'apprêtais à faire, mais finalement, je me dis, avec la régulation qui arrive et ces petits FUD du moment, donc soit, basculer en stablecoin, c'est pas le choix que je vais faire, je pense, et je vais plutôt aller jouer sur les blue chips, c'est-à-dire que moi, je vais aller me réfugier sur des blue chips Ethereum qui sont pas affectés directement par la release des Ethers, donc il y aura pas, et typiquement AAV. C'est-à-dire typiquement moi, je pense que si Ether se fait défoncer, AAV se fait défoncer, levier 1,2. Oui, mais si t'es bullish, c'est-à-dire que moi, pourquoi posséder des Ethers plutôt que des AAV? Je comprends pourquoi quelqu'un posséderait des stablecoins. Ah oui, non, mais moi je pensais que tu voulais te hedger contre la libération des Ethers. Alors après, non, c'est vrai que je veux si t'es bullish Ethereum, t'as plus de levier en prenant les blue chips parce que AAV c'est 1 milliard de value fully diluted. Et donc c'est ma réflexion du moment. C'est-à-dire que plutôt que de buy and hodl, plutôt que de hodl bêtement mon stock de Ether, en fait la question qui se pose à moi, c'est est-ce que je les bascule en stablecoin? Ça me tente moins. Ou est-ce que je fais un move bullish? Et moi je suis plutôt dans cette école-là. Et du coup d'essayer d'analyser en fait quels sont les projets positivement affectés par Shanghai. Et pour moi, Ether est un projet qui va être positivement affecté par Shanghai, mais à plus moyen long terme. À court terme, mais il y a ce que tout le monde dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a les providers de liquid staking. Donc, moi, pourquoi pas Frax? Il y a par exemple qui me plaît, et donc j'aurais tendance à basculer mon bac d'Ether sur des blue chips Ethereum qui seraient positivement affectés par Shanghai. Et dans ce que je vois de positivement affecté par Shanghai, je vois par exemple AAV, moi je vois Taïwan. Frax. Pardon. Non, pardon. Voilà. Et c'est la réflexion que je me fais en ce moment. Donc, voilà. Et comment vous jouez, chacun d'entre vous, Shanghai? Hodl? Ouais, voilà. Bon. Ouais. Donc, toi, t'es pas inquiet, par exemple, par rapport et quelques mots aussi sur les effets de la réglementation et les stablecoins, parce que par exemple, basculer sur un stablecoin bien réglementé, c'est aussi peut-être l'occasion d'aller sur des protocoles qui fournissent des stablecoins, genre Liquidity, Frax, des trucs un peu plus, tu vois, underground, plutôt que d'aller sur de l'USDC, du BUSD ou ce genre de choses. Comment vous jouez Shanghai et la régulation? Moi, hodl tranquille de Abdel. Hodl, et je pense et la que réglementation c'est bizarre pour eux qu'ils fassent ça, de perdre un peu de levier qu'ils avaient. Au contraire, en tout cas pour Ethereum, je pense que c'est bien, dans le sens où s'ils empêchent les providers centralisés de faire du staking, tant mieux. Ça veut dire que de toute façon, on veut lutter contre le fait que ces entités-là possèdent une concentration de la supply en staking. Donc c'est un bonus, un coup de pouce pour améliorer l'OFAC compliance, la résistance à la censure. Donc ça peut être que positif. Moi, je retire que du positif de ça. Ouais, non.
C'est vrai. Alors, attendez, je réponds à cette question. Je ne demande pas de conseil financier. Un conseil financier, sachez qu'il est personnalisé. Et donc là, en fait, je demande ce que chacun d'entre vous fait, ce qui ne suppose pas que vous le répliquiez bêtement. Vous pouvez, parce que sinon, moi, je vais vous dire des horreurs. Je vais vous dire tous les coins que j'achète. Et si jamais vous voulez vous lancer dans cette épopée, courage, ça réussit pas toujours. Donc, c'est pas des conseils financiers. Voilà. Par contre, c'est ce que vous faites. Ça m'intéresse. Et vous avez parfaitement le droit de le dire. Moi, je vois ça d'un bon œil, en tout cas. Ouais. Moi, de mon côté, il y a une grande probabilité pour que je fasse de la merde, en fait. Ah oui, mais comment? Donc ne fais rien. Donc, je vais hold, en fait, juste parce que voilà. je fais trop de trucs à côté, donc il y a une grande probabilité que je fasse de la merde, donc je vais juste hold et je vais rien faire. Et toi, Samy? Idem. Ça va plus me perturber qu'autre chose. Donc, tenter un trade. En plus, ça me réussit pas à trader les événements comme ça. Rappelez-vous, Solana, 7 janvier 2021. Moi, les unlocks, je les joue plus. C'est terminé. Bonne soirée. Non, mais vous pensez pas qu'il y en a qui vont profiter des protocoles, qui vont profiter de la mise à jour Shanghai, en fait? Vous pensez pas qu'il y a des Sûrement, mais le truc, c'est que je pense qu'il y a plein de trucs qui sont priced in. Il y a plein de trucs que je sais pas. Et j'ai pas le temps pour vraiment me pencher dessus. Donc, je vais pas tenter le diable, tu vois. Ok, donc En fait, ce qui et me la paraît réglementation doit être évident à plein de fonds quant ou de gens qui sont plus intelligents que moi ou mieux informés que moi et qui vont peut-être tenter de jouer quelque chose ou mieux. Enfin, je sais pas si ouais. Moi, j'ai pas trop pensé à cet événement pour le coup, donc je vais pas avoir de conseils là-dessus, vraiment. Et la réglementation, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est quand même l'actualité du moment. Donc, pour clôturer sur ça, donc la SEC qui vient nous protéger de Kraken, qui est l'acteur historiquement le plus respectueux et dans l'éthos du marché. Enfin, c'est un des meilleurs acteurs qui vient se prendre une mandale de la SEC, qui a tout laissé passer à côté, hein, qui n'a jamais rien vu venir historiquement. Et donc là, qui vient taper sur les doigts de Kraken. Et qui annonce vouloir fumer, enfin en tout cas vouloir chercher des noises à comment s'appelle la société qui fait le Pax Pax Gold, Pax Dollar et tout ça, Paxos. Ils viennent, ah oui, Samy, je t'affirme ils sont dans une croisade. Hein. Je sais pas si tu étais au courant, mais visiblement ça fait que commencer. Donc vous, ça vous préoccupe, vous en foutez. Moi, je vous avouerai, ça me fait pas plaisir. Écoute, c'est le genre de choses qu'on est censé pouvoir résister à ça. Donc c'est un bon moyen. Mais ça vous donne pas envie de choisir vos stablecoins plus avec plus de minutie? Ouais, moi du coup je pense que je vais aller sur les stablecoins bien centralisés. Ah, c'est vrai, ok, on a des collègues. Alors, mais dans ce cas-là, il y en a qui savent faire, hein, c'est-à-dire qu'ils savent avoir il y a un Tether qui est très rodé, c'est-à-dire bien dark et bien expérimenté par rapport aux problèmes réglementaires et en tout genre. Toi, tu es bien centralisé, donc tu t'en fous, Fricoben, c'est-à-dire que Non, tu restes quoi, USDC? Ouais, c'est simplement, je vais me dire, on va aller sur ceux qui sont clairement en accord avec la SEC pour le moment et ceux qui ont fait leurs preuves sur le passé, mais et après je diversifie, c'est-à-dire que, en fait, je fais vraiment beaucoup de choses à côté et je me dis, là, il y a trop d'informations pour moi, tu vois, j'ai appris des trucs là dans ton résumé, donc ça veut dire que je suis pas vraiment à jour sur tout ce qui est news, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diversifier mes stablecoins, je vais jouer sur plusieurs réseaux, plusieurs types de stablecoins, les stablecoins qui ont fait leurs preuves historiquement, et puis après, si ça tombe, bah, tout le monde tombera avec moi de toute façon. Donc, enfin, voilà. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait? Voilà. Bah pour moi, tu vois, si tu veux te simplifier au max la vie, tu as d'un côté Ether, de l'autre côté les stablecoins. Donc tu en choisis un, voilà, faut en choisir, Je fais les deux. Enfin, je diversifie du coup. J'ai des stablecoins, j'ai des Ethers, j'ai plus d'Ethers que de stablecoins. Et au sein même des Ethers, je diversifie sur les endroits où je stake, je diversifie sur les chains, j'essaye de garder la majorité sur le L1. Et au sein même des stables, je diversifie sur les types de stables et les chains, etc. etc. Et les échangeurs. Voilà. Abdel ou quelqu'un qui veut s'exprimer sur le sujet, mais après, réglementation en général, hein, pas forcément sur... Vous, ça vous inquiète pas, en fait. De toute façon, vous buildez et... Bah, j'ai envie de dire que si on doit s'en inquiéter, c'est qu'on a déjà perdu. Enfin, en gros, on doit réussir à se protéger de ça, on doit surmonter ça. Donc,
J'ai envie de croire au fait qu'on est capable de builder des systèmes qui vont être résilients à ça. Et si c'est pas le cas, de toute façon, on a perdu. Donc, je veux dire, ça vaut pas le coup que je me fasse des nœuds au cerveau, dit autrement. Ok, Et, bah, ouais. t'as sans doute raison, hein. C'est la voie de la sagesse. Samy, toi qui as un Toi qui as tempérament déjà perdu tes paranoïaque à tes cheveux, heures. ouais. Ouais. Hein? Ah, la régulation? Oui, là, Bah, qui est bon, là de se corser un peu. qu'ils y aillent, hein. Moi, j'ai essayé de rester éloigné physiquement. Je sais pas quoi en faire, en fait. Je Ah pense ben, que, franchement, on s'y attendait un peu. Et clairement, c'est un peu du pain béni, ces incidents, comme tout ce qui est, enfin, type FTX, etc., pour les régulateurs. Et je pense que, voilà, quand on s'y attendait un peu, il va y avoir de plus en plus de tentatives de shutdown de cet écosystème avec différentes lois très, très rigoureuses ou concepts à la con, travel rule, MiCA, blablabla. Euh, mais bon, après, si je m'en préoccupe, ça change quoi à mon quotidien ou qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? Enfin, ça arrive, ouais, ça arrive. S'il y a un arbitrage à l'échelle planétaire qui fait qu'il existe un endroit où je peux vivre et jouir de mes cryptos sans qu'on m'emmerde, eh ben, je vais là-bas, et puis c'est tout. mm, mm, mm. Donc la Grâce à une mobilité. meilleure régulation, on aurait pu éviter l'arnaque FTX. Pas Mm. vraiment. Mais en Ah fait, non. je vois pas trop. En fait, si j'essaye, je vais pas faire du lobbying ou de la politique. De toute façon, je serais nul à chier à ça, probablement. Je peux m'inquiéter et puis je peux pas faire grand-chose face à ça. Donc, j'espère juste qu'il y aura toujours des zones qui accueilleront un peu. Enfin, voilà, je pense que je vois pas ce qu'il est possible de faire à titre personnel. Donc, non, Eddy. Ah, mais si, tu as raison. C'est-à-dire que tu as la mobilité qui est une réponse. Parce qu'une des Ouais. stratégies actuellement du législateur américain, c'est d'essayer de couper tous les ponts off-ramp notamment des exchanges. C'est-à-dire que Ouais. Binance, en fait, c'est les partenaires bancaires qui subissent des pressions de part des régulateurs pour couper leurs relations avec différents acteurs. Et ça, en fait, tu vas le retrouver. Il y a un article, je crois que c'est de Nick Carter, ou en tout cas qui est sur Twitter qu'on Je l'ai peut vu. retrouver. Ouais. Il liste en fait les différentes nouvelles qui sortent, et c'est vrai que il y a le régulateur a l'air d'être dans un mode américain en particulier, particulièrement énervé, et fait pression sur les acteurs sur lesquels il a le plus de pouvoir, à savoir les banques, pour que chaque fois qu'elles demandent une licence ou quelque chose, si jamais elles touchent aux cryptos, ça leur est refusé, ce qui fait que ça jette l'effroi et que les banques, évidemment, arrêtent de vouloir traiter, sans même que ce soit interdit par la loi, avec les entreprises crypto, parce que en fait, elles ont peur d'avoir un contre-coup derrière du législateur, sans qu'on sache jamais vraiment pourquoi. Et c'est vrai que c'est difficile de se protéger comme ça. Donc moi, je me disais voilà hein, qu'il y avait les stablecoins. Il y a les stablecoins qui sont conçus pour être distants à la censure, un petit peu comme en fait l'actif principal, donc que ce soit Bitcoin ou Ether. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, si on veut se protéger des variations de marché, il faut trouver un stablecoin. Mais pour moi, il vaut mieux trouver un stablecoin qui soit loin de l'emprise des États. Et moi, pour moi, ils sont d'une mauvaise foi sans nom. Donc tu vois, par exemple, Fricoben, moi je suis pas du tout sûr que l'USDC à un moment en fait il y a une trouvez-moi je sais pas moi trois phrases du plus honnête des hommes et je trouverai de quoi le faire pendre. C'est une punchline qui est attribuée à je sais plus à un Richelieu ou je sais pas quoi. Et en fait le régulateur à un moment donné s'il veut accuser Circle de blanchir de l'argent, très probablement il y a des gens qui se servent des USDC pour faire des choses tragiques. Et on pourrait très bien le reprocher de mauvaise foi à Circle. Et auquel cas Circle pourrait pas faire grand chose. Et du coup, voilà, moi je me dis que chercher des stablecoins qui soient un minimum résistants, ça va être une des tendances. Ça va être tendance, moi je pense. Et à moi-même, à titre personnel, je vais être intéressé par cette solution. Après, bon, est-ce que ça peut être, voilà. Donc, Ouais, moi aussi, ok. après, c'est juste une histoire de diversification. C'est juste, je mets un peu mes œufs un peu partout sur les stablecoins. Et puis voilà. Mais après, il y a ce que dit Samy qui est vrai aussi, c'est-à-dire que la régulation, elle n'est pas tout à fait mondiale. Elle le devient, hein. Mais il reste toujours des pays, en fait, qui sont plus propices que d'autres. Et ça, c'est sûr que la mobilité, c'est très probablement une stratégie Ouais. Après, c'est pas à qui est la bonne. portée de tout le monde. Quand on a des enfants qui sont scolarisés, etc., c'est vraiment un type ça, de merde, en fait. Ça sert à rien. Mais donc, moi, je parle juste par exemple, de mon cas précis, hein. C'est ce que je ferais, mais après, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre, quoi, pour ouais. Ce qu'on peut faire d'autre pour mitiger l'impact de la, enfin, tout vendre pour s'en protéger.
Ah Ah non, 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 non. De toute façon, ça c'est exclu. Non, non, mais après, d'un autre côté, pour finir sur une note positive, c'est vrai qu'on voit des solutions techniques, donc typiquement des surcouches de ce que vous me disiez sur Ethereum, Aztec, qui commence à ajouter une couche de privacy, des solutions techniques, bon, voilà, hein, Starkware qui a cette possibilité à moyen long terme d'être privacy oriented. Donc moi, je pense que le combat, il est pas du tout perdu et que peut-être que c'est sans doute vous qui avez la sagesse des builders, hein, c'est-à-dire que tu fais le dos rond, tu builds et puis voilà, hein. Ça tombe bien, en plus, il n'y a pas de token Starknet, donc vous avez Voilà. le temps de vous consacrer à l'écosystème et ça évite de se faire du mauvais sang pour rien. Voilà. Arrêtez de spéculer, bande de fous. Ouais. Et d'ailleurs, pour finir peut-être là-dessus, ça c'est une grosse différence aussi, moi, qui me plaisait dans l'approche Starkware, c'est-à-dire que depuis 2018, la création de Starkware, les investisseurs disaient one token, one token. Dès la première année, Starkware a toujours dit non, etc. Donc 4 ans plus tard, il y a un token, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Starkware a levé plus de 200 millions entre-temps. Tout ça pour dire que la lancée du token n'est absolument pas n'est pas liée à une levée de fonds. Et donc, ça change absolument tout parce qu'en fait, c'est une situation très confortable parce que tu lances le token pour des utilities bien précises et pas pour lever de l'argent. Donc, c'est pas du tout le même rapport de force quand tu lances un token qui est aussi ta levée de fonds. Voilà. Je voulais juste ajouter un petit élément dans la réflexion qui peut aider sur le côté. Voilà. Ça donne des informations sur le côté à quel point l'écosystème est basé sur des fondations solides et à quel point le token n'est pas important. Et je pense que c'est une force que le token soit pas important d'un point de vue économique pour l'entreprise qui porte l'écosystème. De toute façon, ils ont de quoi passer l'hiver, en fait. Il y aura un hiver nucléaire de plusieurs même années. un hiver de 5 ans, exactement. Ouais, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai que... Est-ce que vous voyez Starkware exister dans 5 ans? Oui. Bitcoin était Oui. Voilà, tu vois. Enfin, c'est du coup, tu peux pas. Et même, j'ai envie d'aller plus loin. Même après l'apogée de la blockchain, Starkware révolutionnera d'autres industries hors blockchain avec la technologie des Stark et des Evonik, je trouve. Donc en fait, tu peux même augmenter des décennies de plus, parce que après que ça ait chamboulé l'industrie de la blockchain, ça chamboulera le médical, la santé, le militaire, plein d'autres trucs où tu as besoin de vérifier l'intégrité des calculs, notamment dans l'IA également aussi. Donc ouais. Donc 5, 10, 20. Ouais. Il a dit le buzzword. C'est un bon mot de fin. Viser le long terme, voilà, vous vous tromperez pas.